Dans l'ombre des forêts et des vieilles pierres, une lignée s'étend, fragile et immortelle. Avant que les croix gravées dans Woodcoven ne marquent Chaucer les Templiers, bien avant que leurs épées d'en ne frôlent à la poussière des cathédrales, un code de sang et de rituels tissait son énigme. Les fils dorés des Mérovingiens, miroitant au cœur des tumulus oubliés, gardaient un secret trop lourd pour les siècles. Des manuscrits effacés par le temps, des reliques naufragées dans les rivages brumeux du Nord, témoignent de pactes scellés dans le silence. Ici, le murmure du passé se fait entendre comme un écho lointain. L'éclat d'une coupe renversée, le frisson d'une chevelure sacrée, la promesse d'un savoir porté par le sang. Au détour de chaque mot, l'inexpliqué respire. Dans le frémissement des branches sous un ciel de pierre, le long flot de cheveux des rois mérovingiens évoquait un pouvoir ancien, tissé dans l'aube même de la dynastie. Les tresses luisantes comme du lin baigné par la rosée n'étaient là pas simplement un ornement, elles incarnaient dans la grâce divine, le sceau intangible posé sur la tête du souverain. On murmurait que, tant que la chevelure demeurait intacte, les dieux guettaient un tôt la destinée des Francs et que la force de Clovis, premier grand roi catholique des Francs, puisait dans ses fines dorées un miracle silencieux. À chaque pas, le roi portait un fardeau de mythe. Son existence même semblait pendue à l'éclat de ses mèches, frémissantes comme une flamme mourante dans la brise. Les origines de cette tradition remontent aux légendes de Mérové, dont le nom évoque un héroïsé quasi divin. Quelques rares écrits, fragments de chroniques oubliées, copiés à la hâte sur des parchemins déjà rongés par le temps, laissent entrevoir un roi mi-homme, mi-entité céleste, engendré dans la mer et baptisé par la vague. De ce mythe marin dérive l'idée que le sang royal se mêlait au flot sacré, scellant un pacte invisible entre l'eau et la chevelure. À travers les récitoins de Grégoire de Tours, on perçoit la fascination pour un lignage qui défiait la simple lignée humaine. La royauté mérovingienne semblait porter la mémoire d'une ère abyssale, où l'homme s'agenouillait devant la nature, et non l'inverse. Chez les Mérovingiens, le rituel de l'installation au trône se doublait d'une cérémonie de la toison dorée. Les barbiers du royaume, en prêtres discrets, entendaient sans découper un seul cheveu, choisi au hasard parmi l'épaisseur divine, pour en faire une relique à garder précieusement dans une urne secrète. La légende dit que celui-ci détenait la quintessence du pouvoir royal, et qu'en l'absence d'un tel vestige, la légitimité vacillait. Inversement, la chute de la dynastie fut marquée par l'empalement symbolique de nombreuses têtes princières, chaque mèche coupée signifiant la perte d'une parcelle de la grâce céleste. Ainsi naissaient et mouraient dans les rois, non pas sous les coups de glaive ou les trahisons politiques, mais avant tout dans le silence cinglant de la chevelure tranchée. Les fouilles archéologiques menées à Saint-Denis, là où reposaient tant de souverains mérovingiens, ont mis au jour des fragments de textiles et de parures, mais aussi, de façon plus surprenante, de petits reliquaires contenant ce qui pourrait être des brins de cheveux humains. Présentés derrière les vitres criblées de l'ombre du mausolée, ces éclats minuscules semblent échapper à toute datation précise, glissant hors de la maîtrise des étiquettes scientifiques. Certains chercheurs avancent qu'il pourrait s'agir de cheveux de prêtres gallo-romains. Mais d'autres, plus rêveurs, soutiennent que l'aura lumineuse irradiant les vitrines trahit la présence d'une énergie plus subtile, d'un lien ténu et persistant entre le roi mort et son royaume défunte. Les récits folkloriques, transmis à mi-voix dans les vallées de Brumeuse, parlent d'une chevelure capable de guérir les maux. Une goutte de sang émanée d'un cheveu sacrifié, diluée dans l'eau d'une fontaine, suffisait à apaiser les fièvres les plus hautes. Même après la disparition de la dynastie, des pèlerins affluaient, cherchant à dérober ces brins de soleil froid. Des enlèvements nocturnes, des reliques subrepticement glissées dans les besaces, la course silencieuse de silhouettes encapuchonnées, tout rejoignait l'idée que la chevelure des Mérovingiens continuait de vivre comme une bougie chancelante dans l'attente d'un héritier oublié. Dans les textes monastiques, où l'on cherchait à effacer les traces polaires et païennes, quelques moines ont laissé échapper que l'on croyait voir, à certaines heures réfractaires de la nuit, le fantôme d'un souverain, cheveux dénoués flottant au-dessus d'une chapelle désertée. Les ruines de l'ancienne basilique, aux colonnes recouvertes de mousse, servaient de théâtre à ces visions. L'écho d'un pas, un souffle dans le couloir, et l'impression persistante d'un regard ancien. Cette présence fugace nourrissait l'effroi et l'émerveillement, jetait un voile tremblant de mystère sur les fondements même des royaumes francs. À mesure que l'Église consolidait son pouvoir, la vénération de la chevelure sacrée se mua en dévotion du corps entier du roi.
désormais sanctifiés et ensevelis sous des dalles de marbre. Les longues mèches cédèrent la place aux couronnes et aux sceptres, tandis que la toge monacale de l'abbé envahissait les demeures souveraines. Pourtant, chaque fois que la lame du couperet effleurait la nuque d'un prince déchu, le frisson d'un pouvoir pressenti s'éveillait dans l'air, comme un trésor englouti. Les chants grégoriens, fredonnés dans l'obscurité des cryptes, semblaient en rappeler l'ancienne loi. Les fils de Mérové portaient en eux la clé d'un secret trop lourd pour être enfermé dans la mémoire des tombes. Et voici que les mèches glissaient vers un autre mystère. Le sceau oublié, caché dans les replis d'une manche brodée, promesse d'un code plus vaste que la simple toison royale. Les ombres de Soissons, bientôt, nous révéleront la marque silencieuse qui soyait la promesse de la lignée. Dans le secret des chancelleries franques, un mince disque de métal se dressait autrefois comme gardien d'une autorité intangible. Façonné dans le bronze ou l'argent patiné, son visage portait l'empreinte d'un symbole énigmatique, gravé avec la précision d'un rituel sacré. Lorsqu'on pressait ce sceau contre la cire fondue, il imprimait plus qu'un simple signe. Il transmettait la voix muette du roi, sa volonté inscrite dans une goutte rouge comme une goutte de sang séché. Ces parchemins scellés, porteurs de lois, de donations et de pactes, gardaient ensemble jalousement le sceau jusqu'à l'ouverture solennelle, là où le destin était dévoilé dans un crissement feutré. L'usage du sceau plonge ses racines dans les usages gallo-romains, mais les Mérovingiens l'adoptèrent comme un fétiche royal à part entière. Là où les anciens préféraient parfois les signatures ou les marques corporelles, le roi franc exigeait l'union du métal, de la cire et du parchemin. Grégoire de Tours, dans ses Histoires, décrit sans le nommer un prétendu anneau de pouvoir, transmis de Clovis à ses successeurs, garant de la continuité dynastique. Si le chroniqueur s'attarde plutôt sur les conquêtes et les conversions, quelques lignes éparses évoquent en ce sceau secret, pourtant resté hors de portée de l'encre cléricale, invisible aux yeux du vulgaire. Le dessin même du sceau demeure enveloppé de brume, ni croix chrétienne, ni fleur de lys standard, mais une arabesque sinueuse rappelant une chevelure dans le vent, entourée de signes incompréhensibles. Certains y ont vu les prémices d'un alphabet runique, d'autres une fusion audacieuse entre la spirale celtique et les formes géométriques méditerranéennes. Ce symbole tenait lieu de labyrinthe, invitant le lecteur à se perdre dans un langage qui n'était plus parlé, mais qui vibrerait toujours dans le métal froid. À travers les siècles, il inspira des hésitations. Fallait-il recourir à un spécialiste, ancien prêtre païen ou moine érudit, pour traduire l'inscription, ou se contenter de laisser le sceau parler pour lui-même? Le rôle officiel du sceau se dessinait dans la survie matérielle du royaume. Dagobert Ier, lors de la fondation de l'abbaye de Saint-Denis en 638, aurait apposé ce sceau sur une charte de donation, fixant à jamais les limites des terres concédées. Cette charte, longtemps gardée dans la crypte, disparut au cours des invasions normandes, ne laissant que des mentions secondaires dans des copies ultérieures. Pourtant, quelques fragments d'impressions de cire, découverts sous les décombres d'un mur effondré, ont livré des traces quasi illisibles du motif originel. Les scientifiques, face à ces fossiles cireux, oscillent entre enthousiasme et prudence. Datation incertaine, traces d'émail contaminé. Toujours est-il que ces fragments nourrissent l'espoir d'un lien direct avec le sceau disparu. À la fin du 8e siècle, la chute de la dynastie entraîna une purge silencieuse. Charles Martel, soucieux d'effacer toute légitimité mérovingienne, fit fondre plusieurs anneaux princiers et broyer les matrices responsables des empreintes. Les chroniques d'Éginhard mentionnent que l'atelier monétaire de Laon fut transformé en forge, là où la matière des sceaux devint outil ou clou, détourné de sa vocation première. Pourtant, l'absence matérielle n'efface pas toujours l'empreinte spirituelle. Dans certains manuscrits sacrés, des érudits rapprochèrent alors la perte du sceau de la perte d'une faveur divine, comme si l'appui céleste s'était retiré sans tambour ni trompette. Malgré la destruction ordonnée, des vestiges parcimonieux subsistèrent dans des lieux reculés. À l'abbaye de Luxeuil, des archéologues ont exhumé, en 1873, un cadenas de pierre garni d'une mince couche de cire noire. Sous la loupe, on reconnaît un contour circulaire, une lettre gothique inversée, peut-être un L ou un M. Aucun rapport direct n'a pu être établi, mais la proximité chronologique avec la dynastie invite à la spéculation. Serions-nous ici en présence d'un ersatz, d'un objet dérivé, ou d'un authentique fragment du grand sceau? La poussière des cryptes protège ses secrets dans un silence presque parfait. Dans le folklore local, la tradition orale raconte qu'un lignage de paysans du Perche
détient depuis des générations une cloche miniature, forgée dans la même coulée que le vraisemblable anneau royal. Chaque premier dimanche de mai, la cloche fait l'objet d'une modeste procession, accompagnée de vieux chants en langue d'Oïl. Les anciens prétendent qu'un jour de solstice, en faisant résonner ce grelot, on peut voir s'ouvrir un passage vers le passé, un pont éphémère vers la cour de Soissons. Les sceptiques ironisent, il ne s'agit que de superstitions rurales, mais l'écho, capté autrefois par un curé curieux, résonna si longuement dans les voûtes qu'il trembla de frayeur puis se tut à jamais. Plus troublant encore, des manuscrits ésotériques du XIIe siècle se réfèrent à un cercle secret de gardiens, les frères du Sceau. Ceux-ci, selon leurs chroniqueurs, assuraient la pérennité du code mérovingien, veillant à ce que nul ne manipule l'anneau sans percevoir le prix de la connaissance. Dans une traduction partielle du Liber Septimus, on lit que le premier porteur du sceau devait prêter serment sur 3 reliques mérovingiennes, dont une chevelure, un anneau et un fragment de parchemin sacré. Il est tentant de lier ses frères au futur ordre des Templiers, mais aucun document fiable n'étaye une filiation directe. Seule coïncidence de noms, d'implantation de commanderies et de légendes tangentielles. La dimension mystique du sceau s'affine dans les traités alchimiques de la fin du Moyen-Âge. Eliphas Lévi, barbier devenu sous couvert d'érudits occultistes, affirme avoir vu l'anneau dans une bibliothèque monastique de Toscane où il étudiait un manuscrit sur la transmutation des métaux. Il décrit un cercle gravé de mots anciens, sang et lumière, disposés en croix inversée, suggérant un pouvoir capable de lier et délier les chaînes du temps. Selon lui, si l'on martelait le sceau dans un creuset, on libérait une force primordiale, une énergie trop dangereuse que seuls les plus audacieux ou les plus fous osaient ne manipuler. Les historiens officiels, quant à eux, rapportent des mentions fugitives dans le Liber Diurnus Romanorum Pontificum où une formule mentionne l'usage du sceau du sceau mérovingien pour certifier certains actes pontificaux. Le pontife du 7e siècle, Grégoire Sécolonde II, aurait usé d'un duplicata outrepassant l'autorité royale en absence d'un représentant légitime. Cette appropriation eût valu au symbolisme du sceau une aura d'indépendance, mélangée à la crainte qu'un simple objet puisse conférer une légitimité dépassant celle de l'Église elle-même. À mesure que les sceaux carolingiens puis capétiens prirent le pas, la mémoire de celui des mérovingiens s'effaça dans les registres officiels. Aucune gravure contemporaine, aucun texte juridique ne nous apprend exactement comment tourner la matrice métallique, ni quelle main la tenait lors de l'impression. La science moderne, forcée de s'appuyer sur des photos anciennes, des croquis inachevés, tâtonne face à cet artefact évanescent. Pourtant, dans la pénombre des archives privées, certains historiens continuent de chasser ce fantôme. Des notes cryptées dans les marges de registres bourguignons mentionnent un prêt de sceau entre un abbé et un noble en exil, suggérant que l'objet aurait voyagé à travers la France et jusqu'en Espagne. Là, lors des grandes purges religieuses du XVIe siècle, il aurait disparu, avant peut-être de réapparaître dans un inventaire secret des biens de l'Inquisition. Dans la rumeur actuelle, on affirme que le Vatican détient un médaillon attribué aux Mérovingiens, enfermé dans une caisse cadenassée. Les yeux extérieurs n'ont jamais plongé dans l'obscurité de ce coffre. Un érudit italien, le comte Vittorio d'Anesi, publia en 1924 un témoignage à demi-mot, évoquant une empreinte sur cire noire, plus nette qu'aucune autre, conservée dans un flacon de verre dépoli. Mais le flacon serait aujourd'hui introuvable, peut-être caché pour protéger un secret trop imposant pour être révélé. Dans la matière comme dans l'imaginaire, le sceau oublié reste une énigme insaisissable. Il flotte entre vestiges archéologiques, rumeurs monastiques et velléités d'ordre chevaleresque. Qui osa prononcer son nom en dernier lieu? Quel regard, à travers les siècles, a tenté de percer son mystère? Bientôt, l'éveil des ancêtres nous guidera plus loin, là où les voix des morts deviendront plus proches, et où les silhouettes fugaces de nos rois se dresseront dans la brume. Dans la lumière tamisée des cryptes séculaires, les voix anciennes semblent palpiter derrière les pierres. Les Mérovingiens, plus que des souverains, se considéraient comme le prolongement tangible d'une lignée d'ombre. Dès l'enfance, le futur roi entendait compter les exploits de ses prédécesseurs, leurs conquêtes, leurs errances, leurs serments murmurés à l'aube d'un combat. Ces récits, transmis autour des feux des guerriers, façonnaient en l'âme du prince, lui insufflaient un héritage qui n'était pas seulement de sang, mais de mémoire vivante. L'éveil des ancêtres n'était pas un simple souvenir, c'était une présence silencieuse, une force discrète qui modelait la destinée du royaume à travers chaque impulsion du cœur royal.
Les chroniqueurs mérovingiens, tels Grégoire de Tours, consignaient avec une solennité voilée l'arbre généalogique sacramentel. Chaque nom tracé sur le parchemin importait autant que le sceau royal. Il garantissait l'authenticité du lignage, reliant Clovis aux héros légendaires de la Gaule. Mais derrière l'encre, on pressentait d'autres signes, des annotations marginales évoquant des veillées nocturnes. Des moines, reclus dans leur cloître, auraient noté à la mine de plomb des visions de spectres royaux flottant au-dessus des sarcophages. Ces hésitations graphiques suggèrent qu'au-delà des dates et des filiations, un souffle plus mystérieux animait les généalogies, comme si chaque nom porté en mémoire appelait à renaître, à exister encore. Les funérailles de Pipta des princes francs furent, selon les rites païens remaniés par l'Église, un moment crucial pour l'éveil ancestral. Dans la basilique effervescente de Saint-Denis, on déroulait 3 linceuls, l'un pour la chair, l'autre pour l'âme et le dernier pour l'ombre. Entre ces voiles, on glissait une tablette de cire où l'on gravait un ultime message au monde des morts. Le glas résonnait dans les cryptes tandis que les livides lampes vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les sarcophages. Les clercs chantaient des antiennes solennelles, mais la foule murmurait d'autres paroles, des invocations à l'ancêtre afin qu'il accompagne le nouveau roi dans l'ombre tutélaire. Ce rituel hybride entre christianisme naissant et superstition ancestrale témoignait de la difficulté à couper le lien. Les mérovingiens ne renonçaient pas au pacte premier, celui qui liait le puissant vivant à la cohorte des aïeux. Dans les landes brumeuses, loin des centres religieux, les druides survivants, discrètement tolérés par certains monarques, cultivèrent la mémoire des ancêtres sous la forme de chansons en vieux gaulois. Ces bardes itinérants portaient leurs lyres de bois sombre, chantant dans les tavernes des contes de figures mythiques. On disait que, lors de certaines nuits sans lune, les chansons réveillaient un courant d'énergie. Un frisson glacé traversait les auditeurs comme un souffle de la tombe. Les légendes racontent qu'un chevalier mérovingien, revenant d'une expédition en Germanie, reconnut la voix de son arrière-grand-père dans un refrain guttural, lui prodiguant conseils et avertissements. Ainsi, l'éveil des ancêtres ne se limitait pas aux mots des parchemins, mais se vivait en actes et en refrains, réactivant un réseau d'âmes protectrices. Les fouilles entreprises près de Saint-Martin de Tours ont révélé des ossuaires où les dépouilles étaient entremêlées selon un agencement particulier. Les crânes, alignés face au sud, créaient un arc lumineux au lever du soleil. Certains archéologues suggèrent que ces tombes collectives servaient en de centre d'énergie, un locus sacré où l'on venait implorer la bienveillance des morts. Des analyses de traces organiques ont mis en évidence des résidus de cire parfumée et d'huiles essentielles, comme si l'on avait cherché à maintenir éveillé le lien sensoriel entre vivants et ancêtres. Chaque printemps, des pèlerins rapportaient empreints des échantillons de cendres, gardant en mémoire la chaleur cérémonielle des veillées funéraires. Au sein des monastères, la mémoire des ancêtres connut une forme littéraire, les vitae des rois, écrites par des hagiographes zélés. On y trouvait des récits édifiants, où la vie exemplaire du prince se mêlait à des miracles attribués à ses prédécesseurs. Dans l'une de ces vies, un jeune souverain mourant recouvre miraculeusement la santé après que les reliques d'un ancêtre aient été promenées 7 fois autour de son lit. Si l'Église condamna ces pratiques comme superstitieuses, elle ne put totalement les faire taire. Certaines basiliques conservèrent des chapelles dédiées aux mérovingiens saints, où la piété populaire perpétuait l'éveil ancestral sous couvert de dévotion chrétienne. Les chansons populaires, recueillies au fil des siècles, rapportent l'image d'un arbre sacré, planté quelque part en forêt de Compiègne, dont les racines s'étendaient sous la pierre tombale des rois. On chantait qu'à chaque solstice, les branches vibraient comme un diapason, transmettant un signal que seuls les initiés savaient traduire. Ces mélopées, notées au diaphragme des ethnologues modernes, évoquent une mélodie inachevée, comme si le temps lui-même hésitait à jouer l'intégralité de la partition. L'éveil des ancêtres, à travers ces refrains, conjurait l'oubli et tissait un lien invisible entre les époques. Les chroniqueurs arabes de passage à Constantinople rapportèrent avoir vu, dans un manuscrit wisigothique, un diagramme montrant la constellation du taureau alignée sur les sépultures mérovingiennes. Les étoiles, décrites sous la plume de l'émir Idrisi, auraient en servi de repère lors de rituels nocturnes. Cette influence astrale rappelle l'importance qu'accordaient les mérovingiens aux correspondances entre le ciel et la terre, reliant chaque souverain à un astre gardien.
Bien que les universitaires modernes restent sceptiques, cette cosmographie mystique souligne combien l'éveil des ancêtres s'étendait jusqu'aux confins de l'univers, dessinant un horizon où les vivants et les morts coexistaient dans un même espace sacré. Lorsque les Carolingiens remplacèrent finalement les Mérovingiens, l'éveil ancestral périclita. La généalogie s'étiola, les chants s'évanouirent et les ossuaires furent dispersés. Toutefois, il subsiste des repentirs dans quelques manuscrits du IXe siècle, comme si les anciens scribes, sentant leur monde basculer, avaient voulu graver une dernière invocation. Leurs mains tremblantes inscrivirent, en marge du Liber Historia Francorum, une prière à ces ombres d'or pour qu'elles ne sombrent pas dans l'oubli. Peu à peu, sous l'effet du temps et de l'oubli officiel, l'éveil des ancêtres devint brumeux, cantonné à l'imaginaire. Mais la trace persiste, dans le frémissement du vent, dans le faible écho d'un chant populaire, dans la poussière des cryptes. Et bientôt, lorsque nous marcherons parmi les vestiges de Soissons, les ombres de ces esprits séculaires se révéleront plus nettes, prêtes à nous livrer leurs secrets. Au crépuscule, Soissons se pare d'un voile mystérieux. La rivière Aisne coule lentement, reflétant dans ses eaux grises les tours effacées de la cité royale. Jadis, les rois mérovingiens établissaient ici leur palais, un ensemble de bâtiments de pierre et de bois où se mêlaient d'eau le sacré et le politique. Avec le temps, les murs se sont effrités, les toits se sont effondrés, et dans les ruines demeurent des traces fugitives d'une grandeur oubliée. Pourtant, lorsque l'ombre du soir s'étend sur la vieille basilique, l'écho des pas royaux semble résonner dans les porches déserts. Les pierres, imprégnées de rituels séculaires, conservent la mémoire de liens ténus entre vivants et morts. Chaque fissure raconte le passage d'un prince, chaque recoin dissimule une parole jadis murmurée entre deux gardiens du secret. Les archéologues contemporains, guidés par quelques indices manuscrits du Moyen-Âge, ont mis au jour en 1997 les fondations du palais mérovingien, enfouies sous des couches de bâtiments postérieurs. Dans l'un des vestiges, une salle aux piliers effondrés renfermait un réseau de canalisation rudimentaire, vestige d'un complexe thermal dont on ne sait la portée exacte. À la lueur des lampes portatives, les reliefs de pierre montraient banque des figures géométriques à demi effacées, cercles concentriques et entrelacs évoquant un motif circulaire similaire à celui du sceau royal. Beaucoup ont pressenti que ce salon de réception, dont le sol en mosaïque a disparu, servait aussi de lieu d'initiation nocturne, lorsque le roi et ses proches se pressaient autour d'une table circulaire pour proclamer un nouveau pacte. Les fouilles révélèrent également un escalier taillé dans la craie, descendant vers les profondes cryptes qui bruissaient autrefois des chants des oracles. À quelques pas de là, la basilique Saint-Jean-des-Vignes conserve des graffitis mérovingiens, gravés à la hâte sur les piliers. Des petits cercles, parfois juxtaposés avec des croix détournées, rappellent les symboles d'un culte méconnu, ni totalement païen, ni entièrement chrétien. On y distingue parfois des initiales, peut-être celles de chevaliers ou de moines, chargés de veiller sur les reliques royales. Selon un manuscrit de la bibliothèque de Chantilly, un moine anonyme du XIe siècle décrivit un étrange rituel. En certaines nuits, on amenait une lanterne à huile dans la nef vide, laissant une flamme vacillante dessiner des ombres mouvantes sur les murs. Ces ombres, disait-on, prenaient la forme des souverains défunts, et un murmure indistinct vibrait dans l'air, comme si un chœur silencieux reprenait un chant ancien. La légende populaire, transmise de génération en génération, raconte que l'ombre de la reine Brune-Haut hante encore les couloirs souterrains. Victime de complots successifs, elle fut enchaînée, selon certaines sources, dans une salle de détention attenante au palais, avant d'être traînée vers un sinistre cachot. Les récits plus tardifs évoquent un portrait brûlé, jeté dans la rivière, dont les cendres se mêlèrent aux eaux et déformèrent les reflets au passage. Certains mariniers affirment avoir vu, lors des brumes matinales, surgir la silhouette d'une femme vêtue de pourpre, flottant à fleur d'eau, puis disparaissant dans un remous. L'ombre, d'abord floue, semblait porter une longue robe cloutée, et ses cheveux, dessinés par l'onde, ondoyaient comme un souvenir de la chevelure sacrée des rois. Plus énigmatiques sont les témoignages des paysans vivant dans les faubourgs. Quelques fermiers racontent qu'un vieux puits, aujourd'hui obstrué, servait de porte vers l'au-delà. Dans la nuit, on entendait gémir un vent profond comme le soupir d'une entité retenue sous la terre. On y jetait parfois des gouttes d'huile essentielle, croyant apaiser l'ombre prisonnière, et l'on déposait un brin de mèche dorée pour rappeler la gloire éteinte de la dynastie. Quand la cloche de l'église voisine sonnait l'Angélus, tous se taisaient, craignant que le son n'éveille une présence trop ancienne pour être contenue.
Les écrits de l'ambassadeur byzantin à la cour franque, Siraï de Constantinople, mentionnent Soissons comme un haut lieu de cérémonie royale. Il note que le roi se tenait sur une estrade de chêne polychrome, entouré de druides et de diacres, tenant un bouclier incrusté de symboles solaires. Un passage en particulier évoque un rituel nocturne où l'on faisait jaillir de la fumée odorante, sans doute un mélange d'encens et de plantes locales, afin de convier les ancêtres à bénir le nouveau règne. Quand la fumée retombait, il arrivait qu'on y devine la silhouette d'un chevalier en armure, lui-même tournant le dos à la foule pour laisser voir une croix stylisée, un signe annonciateur de l'avènement chrétien à venir. À l'ombre des vieilles chartes, on lit encore que les Carolingiens, désireux d'effacer la mémoire des Mérovingiens, supprimèrent par toutes les mentions de ces rites. Charles le Chauve ordonna la destruction des procès-verbaux et remplaça les moines locaux par des clercs venus du nord de l'Italie, chargés d'imposer un culte épuré. Pourtant, malgré la volonté politique de bannir ces cérémonies, les traditions populaires perdurèrent. On célébrait clandestinement l'anniversaire de la bataille de Soissons, 486, où Clovis triompha des Romains avec des feux de joie discrets et l'invocation des ombres des guerriers disparus. Les fouilles récentes, menées en 2021 sous la place Carnot, ont mis au jour des fragments de poterie noire décorés d'inscriptions mérovingiennes grossières. Sur certains tessons, des traits parallèles et 2 points forment un visage stylisé, peut-être un masque rituel destiné à représenter l'ombre d'un ancêtre. Les archéologues du CNRS ont exhumé aussi un chapelet de perles en ambre, dont l'une, intacte, porte une inclusion végétale. L'ensemble évoque un collier d'apparat, peut-être porté lors des processions nocturnes pour symboliser la connexion entre le monde des vivants et celui des morts. Enfin, la tradition raconte qu'un livre de chants, dicté par un ermite errant, renferme les paroles exactes pour invoquer les ombres. Conservé, dit-on, dans une collection privée, ce manuscrit ne serait accessible qu'à celui qui présentait un fragment de mosaïque du palais mérovingien. La rumeur court qu'un descendant lointain des rois, réclamant ses droits d'aînesse, aurait tenté d'en faire l'acquisition en 1793, avant que la Révolution n'emporte son propre destin. C'est dans cette atmosphère trouble, entre vestiges matériels et échos invisibles, que se dessine l'empreinte des ombres de Soissons, prêtes à nous conduire bientôt vers les rivages funestes du meurtre des rois. Dans le silence feutré des palais édifiés en bois et en pierre, le pouvoir s'affermissait par une force diffuse, peut-être plus redoutable encore que le métal des épées. Pour les Mérovingiens, régner signifiait non seulement gouverner, mais aussi survivre aux ombres qui guettaient au cœur même du trône. Les intrigues familiales, tissées de trahison et de fidélité fragile, formaient un voile mortel, prêt à se resserrer autour du cou de tout souverain trop vulnérable. Le meurtre des rois n'était pas un acte isolé. Il se profilait comme une partition macabre, où chaque note, chaque souffle, rappelait aux vivants la précarité d'un destin trop exposé. Les chroniques de l'époque décrivent des scènes fondatrices de cette violence intime. Après la bataille de Soissons en 486, où Clovis triompha des Romains, plusieurs roitelets francs furent exécutés, sans passer par la case du tribunal. Leur fin brutale, jugée selon les lois orales des anciens, pratiquait une justice expéditive. On étranglait, on tranchait, on empoisonnait. Loin d'être un simple règlement de compte, ces actes cherchaient à affirmer la supériorité d'un lignage sur un autre, à rappeler qu'aucune couronne n'était à l'abri de la mort subite. Ainsi naquit la crainte familière dans laquelle chaque roi vivait, d'une dague glissée dans l'ombre d'un couloir et d'un souffle empoisonné dans une coupe offerte comme un présent. Les frères rivaux constituaient souvent le cœur de ces drames. Théodebert Ier et Théodoric II, petit-fils de Clovis, se partagèrent d'abord le royaume, avant que la jalousie et la soif de pouvoir n'attisent le désir de mort. En 555, Théodebert tomba frappé d'une blessure mystérieuse sans que l'on sache si un coup d'épée ou un empoisonnement avait mis fin à sa vie. Les médecins de la cour, mêlant remèdes gallo-romains et potions plus obscures, ne purent en retarder l'issue fatale. Les serments noués dans la poussière des champs de bataille se révélèrent d'un plus fragile que les promesses murmurées dans l'ombre des oratoires. Le trône, toujours inoccupé, appelait déjà un nouveau prétendant, prêt à cautionner le meurtre comme un miracle politique. Parmi les récits les plus troublants, celui de la reine Frédégonde demeure le plus célèbre. Veuve de Chilpéric Ier, elle se retrouva seule face à l'avidité des barons et à la convoitise d'alliances maçons fragiles.
On dit qu'elle aurait ordonné, en 584, l'assassinat de Galsvinthe, épouse de son mari, puis guetté la mort de Chilpéric lui-même quelques années plus tard. Certains chroniqueurs suggèrent qu'elle versa du poison dans le vin royal, d'autres évoquent un coup de dague discret, porté alors que le roi passait au galop lors d'une partie de chasse. Frédégonde, figure à la fois vengeresse et crainte, sut jouer de la violence comme d'une arme d'État, faisant de la mort une preuve de sa détermination à préserver sa place dans la lignée. La violence fratricide trouvait aussi son apogée dans la perte des héritiers. Les jeunes princes, porteurs futurs de la chevelure sacrée, devenaient des cibles prioritaires. Dagobert XII, dauphin exilé en Irlande pour s'écarter des complots carolingiens, fut rappelé en Austrasie pour régner à son tour. Mais le jour même de son retour, en 676, il fut assassiné à Saint-Denis, non loin du sarcophage de ses ancêtres. Les sources évoquent une conspiration menée par des nobles mécontents, inquiets de voir renaître une lignée qu'ils jugeaient usée. Cet acte déroba à la mémoire collective un roi presque adolescent et plongea le royaume dans un dilemme. Venger la mort d'un enfant ou enterrer à jamais un secret trop dangereux. Plus rare, mais tout aussi glaçant, le meurtre collectif de cadets royaux visait à prévenir toute résurgence. Le concept de fratricide rituel, hérité des peuples germaniques, autorisait l'élimination de tout rival potentiel. À l'abbaye de Sainte-Mahielle, on raconte qu'un prince trop influencé par ses oncles fut étranglé dans sa cellule, son corps dissimulé sous des ballots de charbon. Les moines, témoins silencieux, consignèrent de Rouen de vagues allusions à une disparition providentielle. Loin des égouts des grandes cours, la mort affleurait sous le voile du sacré, dissimulée dans les replis d'une vie monastique qui savait se taire. À la faveur du temps, nombre de ces crimes d'État s'effacèrent dans des archives officielles. Les copistes, parfois complices, prenaient en soin d'omettre les passages trop compromettants. Dans certains manuscrits isolés, on en trouve toutefois des mentions fugaces. Un vers dans une poésie de la cour évoque le frère que le frère tué par la main fraternelle, sans autre précision. L'absence de détails nourrit encore plus profondément le mystère. Qui frappa ou comment? Le flou volontaire creuse l'instant fatal, laissant au lecteur le soin de projeter son propre effroi. Les châteaux forts, qui surgissent plus tard, repris et remaniés par les successeurs carolingiens, gardent en leur cave les stigmates de ces trahisons. Des cavités noires, aménagées pour recevoir des prisonniers royaux, présentent des bornes d'attache, des chaînes rouillées et des bassins vides, où l'on jetait autrefois les corps. La légende villageoise prétend que, lorsqu'on approche l'oreille de ces fosses, on perçoit le cliquetis lointain d'une chaîne qui grince ou le bruissement de robes déchirées. Les visites archéologiques, plus terre à terre, ont décelé des ossements en désordre, mêlés à des débris de vaisselle, témoins d'une mise à mort précédée d'un sombre festin. L'assassinat politique s'appuyait aussi sur l'art du poison, importé d'Orient par des marchands venus de Byzance ou de la péninsule ibérique. Les herboristes francs, peu enclins à divulguer leurs formules, maîtrisaient des concoctions à base de digital et de jusquiamin capables de paralyser puis de tuer sans laisser de traces évidentes. Les médecins de l'époque, mélangeant remèdes populaires et connaissances antiques, ignoraient trop souvent la différence entre remède et meurtre. L'ingestion d'une décoction mal dosée, offerte dans un calice ou mélangée à un plat de gibier, pouvait passer pour un accident, quand elle n'était pas célébrée comme une bénédiction divine. Les roses noires, cultivées dans les jardins clos des palais, servaient à la fois de superbes ornements et de réservoirs de toxines. Jusqu'au début du 8e siècle, on parla de ces fleurs comme d'un secret royal, lié à l'art de la mort. Qui ose accueillir la dernière rose noire au-delà des murs pour la déposer devant la porte d'un château? Le geste se voulait plus qu'un avertissement, il incarnait l'approbation d'un cercle occulte, signifiant que même le roi ne pouvait échapper à l'artifice de la perfidie. Dans les églises, où le meurtre des rois paraissait impie, se perpétuaient pourtant des complots. Un fragment de parchemin conservé à la bibliothèque de Reims mentionne une confession, celle d'un abbé ayant organisé l'assassinat d'un monarque trop jaloux des privilèges du clergé. Selon ce document, l'homme d'église avait dissimulé un poignard sous sa soutane, attendu la bénédiction solennelle, puis, en un geste rapide, délivré le royaume d'un tyran. Cet épisode, si l'on ose y croire, soulève la question. Le pouvoir religieux pouvait-il prétendre au trône en le débarrassant du sang royal?
Quand la lignée carolingienne prit le relais, elle perpétua certains usages anciens, tout en réorganisant la succession pour la rendre plus stable. Pourtant, les premiers Capétiens ne purent éradiquer l'héritage meurtrier. L'assassinat du jeune duc de Bourgogne en 1032 émut la cour, rappelant que le trône reste un trône de sang. Les chroniques rapportent qu'un seigneur local, soupçonné d'ambition démesurée, obtint la faveur d'un poison discret. L'affaire, bien que jugée, demeura entourée d'ombre et le meurtre cantonné à un murmure entre les murs de pierre. Les échos du passé rappellent que le meurtre des rois n'était jamais qu'une facette d'un code plus vaste, tissé dans la chair même du pouvoir. Les fils de sang, au prix de vies offertes en silence, s'acheminaient vers un pacte ancestral, dont l'ombre persistait longtemps après la disparition des palais. Les gardiens du secret, héritiers des anciens barbiers et des druides, sauront bientôt nous révéler comment ce code de sang se perpétua au-delà des massacres officiels, et comment il retrouva dans l'ombre des Templiers une nouvelle forme de légitimité. Au cœur des forêts anciennes, là où la lumière du jour peine à percer l'épais feuillage, se murmurent les noms d'hommes et de femmes qui veillaient dans l'ombre sur le code mérovingien. Jamais ils ne portaient camp d'armure ni de couronne. Leurs atours se dissimulaient sous la banalité d'une tenue de voyageur ou d'un habit monastique. Pour eux, la survie du savoir n'était pas affaire de gloire, mais de discrétion absolue. On les appelait les gardiens du secret, et leur mission s'étendait bien au-delà d'un simple patrimoine royal. Il s'agissait de préserver une mémoire tissée d'énigmes, de rituels et de reliques, afin qu'aucun conquérant, aucun prêtre trop zélé ne puisse jamais dérober ce trésor fragile. Leur organisation n'avait rien de hiérarchique ni de codifié selon les règles classiques du pouvoir. Chaque gardien, lié à un lignage ou à une confrérie locale, prêtait serment devant un artefact sacré, un fragment de parchemin, une dague gravée ou un simple brin de toison. On raconte qu'un jour, un frère accueillant un novice dans un ancien oratoire gallo-romain jeta à ses pieds la relique d'une veilleuse monacale, symbole de la flamme vacillante de la connaissance. « Protège-la, susurra-t-il, comme la lueur d'une étoile dans la nuit la plus profonde. Ceux qui prenaient part à cet engagement se voyaient confier un domaine précis, un village, une église, une ancienne voie romaine ou même une simple crypte oubliée. Leur tâche consistait à veiller sur des indices, les graffitis discrets gravés dans la pierre, les éclats de mosaïque ensevelis, les manuscrits ébréchés glissés derrière une muraille. À chaque passage de l'ombre, ils transmettaient les informations à un cercle plus large, par le biais de signes invisibles, une marque de suie sur un capiton, un symbole brièvement tracé à la mèche de cire, un motif sur un revers de voile de lit. Ainsi circulait une mémoire vivante, circulaire et secrète, insensible aux ravages du temps et aux ordonnances royales. Les chefs spirituels de la communauté, souvent d'anciens druides convertis au christianisme ou de vieux barbiers initiés au rite païen, possédaient la clé d'un langage mystérieux, l'art de la tresse. À partir de mèches de cheveux sacrés, ils composèrent un alphabet codé où chaque boucle, chaque torsade correspondait à une lettre, à une formule, voire à un nom de lieu. Une tresse à 3 brins signifiait l'union du passé, du présent et de l'avenir. Une tresse inversée, le danger imminent. Les gardiens apprenaient ce secret dès leur initiation, tressant et détressant lentement ces longs filaments pour décrypter le contenu d'un message. Leur principale abbaye atelier, établie dans un monastère abandonné près de Metz, servait de foyer aux érudits clandestins. Là, des parchemins récupérés en Bretagne, en Aquitaine et dans les vallées rhénanes, se retrouvaient reliés au sein d'un codex souterrain, caché sous le pavement d'une crypte. Les fresques effacées sur les voûtes portaient en sceau les silhouettes d'anciens rois, l'air penché tournant le dos aux fidèles. Ces images, recouvertes par le plâtre à l'époque carolingienne, dévoilaient encore, sous un faible rayon de lampe, des lignes tracées à l'ocre rouge comme un ciel émaillé de constellations. Les gardiens considéraient sans doute ces vestiges comme les jalons d'une carte céleste, destinée à guider un héritier futur vers la reconstruction du code intégral. Parmi eux, certains détenaient la charge de conserver des reliques plus tangibles. La coupe fragmentaire dans laquelle Clovis aurait bu avant sa conversion, la petite enclume utilisée pour forger le premier sceau, ou encore l'amphore contenant l'huile sacrée, bénie par le dernier évêque gaulois. Chacune de ces pièces reposait dans un gobelet de plomb, enfermé dans un coffret aux parois multiples. Pour accéder à l'une d'elles, le gardien devait franchir 3 portes successives, actionner 3 loquets invisibles et réciter 3 paroles en langue d'Oïl. Si l'un des mots venait à manquer,
le mécanisme refusait de céder. C'était là une leçon de prudence. La mémoire ne se livrait qu'à et qui acceptait de payer son tribut d'humilité. Le savoir des gardiens trouvait aussi sa forme dans la musique. Lors de cérémonies clandestines, un chant polyphonique s'élevait dans la nuit, tissant un lien entre le firmament et le sous-sol. Les notes, disposées selon un schéma en spirale, reproduisaient la configuration du sceau oublié, comme si la voix humaine pouvait remplacer l'empreinte du métal. Des codex liturgiques disaient que le plein chant possédait le pouvoir de faire vibrer la matrice même du parchemin, révélant en transparence des écrits cachés. Certains chantres, moins dociles que d'autres, écartaient leur capuche pour laisser bruisser leurs cheveux, orchestre silencieux capable de transmettre le message d'un gardien à l'autre. Pour assurer la pérennité de leur chaîne, les gardiens utilisaient aussi la foi populaire. Ils collaboraient avec des confréries de charité, introduisant dans certaines hospices la légende d'une sainte mérovingienne, dont on conservait un pan de vêtement. Celui-ci, immergé dans l'eau d'une vasque, aurait soigné les malades, tout en transmettant un verset secret. Chaque pèlerin repartait alors avec une fiole d'eau bénite, portant en substance une parcelle du Grand Code. Au fil des échanges, ce texte partiel circulait parmi les fidèles sans qu'ils n'en comprennent l'importance intrinsèque. Ils voyaient seulement un miracle au sein de leur quotidien. Avec l'avènement des Carolingiens, la pression se fit plus forte. Les moines envoyés pour purifier les monastères cherchaient à débusquer les reliques hérétiques et à bannir la pratique de l'art de la tresse. Les gardiens durent de redoubler d'artifices. Ils dissimulèrent les précieux trésors dans des puits comblés, dans des poutres creuses, voire dans des jarres scellées sous la farine commune. Un texte rédigé par un gardien anonyme mentionne qu'une partie du codex fut même brûlée, ses cendres mêlées à de la poudre de charbon, puis replongées dans un couloir secret pour se soustraire aux regards indiscrets. À cette mesure extrême répondait une promesse. Si le code renaissait un jour, il serait plus puissant encore, car forgé dans la disparition et la renaissance. Les Templiers n'étaient pas étrangers à ces rumeurs de transmission secrète. Dès la création de l'ordre, certains chevaliers, en mission en Palestine ou en Terre Sainte, évoquèrent avoir cru reconnaître dans l'architecture du temple de Jérusalem des contours familiers rappelant le plan de l'abbaye atelier de Metz. Les colonnes massives, disposées en cercle, évoquaient les fondations du palais de Soissons, les voûtes croisées, les entrelacs du code tressé. Plus troublant encore, des Templiers déserteurs auraient rapporté un fragment de toge orné de croix mêlé à des spirales celtiques, preuve selon eux d'une alliance secrète entre les deux traditions. Cependant, faute de preuves tangibles, nombre de ces témoignages restèrent cantonnés aux récits marginaux. Seuls quelques chercheurs modernes, fouillant les archives dispersées de France et d'Espagne, ont retrouvé des allusions subtiles. Un dîme payé en poil de cheval plutôt qu'en monnaie, une dispense monastique accordée à un certain gardien du code, un seau de cire noire utilisé par un prieur templier. Mais l'historien officiel balaie ces traces comme l'écho d'une superstition tardive. Pourtant, si l'on prête l'oreille au vent des cryptes et si l'on observe les fissures des murs anciens, un murmure persiste. Le code mérovingien survit dans un entrelac de tresses, de chants et de reliques, tissés par des mains anonymes, invisibles et pourtant indispensables. Les gardiens du secret, malgré la dispersion des royaumes, ont su protéger l'essence d'un lignage. Bientôt, la relique en exil nous conduira au-delà des mers brumeuses, là où l'ombre des Mérovingiens s'est posée loin de leur terre natale. Loin des palais de Soissons, à l'orée d'une falaise battue par les vagues du nord, gît le dernier vestige de la lignée mérovingienne portée hors de la Gaule. Chassée par la montée des Carolingiens, une relique précieuse, fragile et chargée d'une énergie obscure passa clandestinement de main en main, traversant mer et montagne. On parlait d'une petite fiole de verre bleu, renfermant un mince fragment de parchemin sacré, inscrit de symboles que la cire n'avait pas effacés. Le voyageur la portait précieusement dans un coffre doublé de velours, conscient que chaque escale risquait d'attirer les convoitises les plus sombres. Le périple débuta dans une nuit sans lune, lorsque le dernier abbé archiviste de Metz remit la relique à un jeune moine aux traits émaciés. Vêtu d'une bure simple, celui-ci reçut pour seule instruction de fuir vers l'est, poursuivi par les hommes de Pépin le Bref, déterminés à effacer toute trace de l'ancien code. Le cliquetis discret des sabots crissait sur la terre humide, tandis que le novice, le cœur battant, s'engouffrait dans un sentier forestier où se mêlaient les parfums de la résine et de la bruyère. Dans l'ombre des arbres, on sentait comme un frisson d'alerte. L'exil de la relique s'annonçait semé de dangers.
Après 3 jours de marche, le moine atteignit les berges de la Meuse. Un barge mystérieux l'attendait, piloté par un marin taciturne aux yeux d'acier. Sans poser de questions, il ramassa le coffre et chargea le fardeau sur sa embarcation à fond plat. À l'abri du brouillard naissant, le novice entendit le clapotis régulier de l'eau, ponctué du grésillement des algues raclant la coque. Chaque escale devint un nouveau test. Des gardes francs, à la solde des nouveaux maîtres, fouillèrent les berges, relevant la moindre trace d'une fuite. Pourtant, toujours, le barge parvenait à disparaître dans la brume, emportant la relique vers un avenir incertain. Le chemin se poursuivit vers la rive orientale, puis à travers les forêts d'Alsace, où l'on murmurait que des lignées locales, descendantes de druides mérovingiens, avaient conservé des fragments du code caché dans des champignons séchés. Le moine fit halte dans un ermitage isolé, où une vieille femme accueillit son récit avec une gravité silencieuse. Elle retira un pot de terre dont elle offrit au voyageur une poignée de spores noires, l'avertissant que ces champignons, broyés puis mélangés à l'encre, révéleraient sur le parchemin des inscriptions invisibles. Grâce à ce stratagème, le texte sacré put rester lisible même si la fiole venait à se briser. La route bifurqua ensuite vers la Bourgogne, traversant des bourgs où des marchands italiens proposaient des tissus précieux et des clochettes d'argent. Parmi eux, un commerçant vénitien, réputé pour ses échanges avec Constantinople, reconnut le verre bleu de la fiole et l'acheta à prix d'or, tandis que le moine, contraint de garder son secret, accepta l'échange pour de fausses reliques ornementales. Celles-ci, en apparence identiques, se brisèrent à la première secousse, préservant la véritable relique de toute tentative de confiscation. Le novice reprit alors sa fuite, bien conscient que le monde mercantile exerçait souvent une vigilance plus impitoyable que celle des princes. Après un détour par Lyon, ville carrefour où se pressaient étant pèlerins et hommes d'armes, la relique fut à nouveau mise en péril. Un seigneur anglais, de passage lors d'une croisade rampante, reconnut le contour du coffret, persuadé de tenir un trésor royal. Cette arrestation se conclut par un duel clandestin entre le moine et 2 chevaliers en armure légère. Le silence du soir se rompit sous le choc des lames, et l'âcre odeur du fer mêlée à celle de la cire s'imprima dans l'air. Blessé, le voyageur parvint à s'échapper dans un faubourg, transportant son fardeau jusque dans les collines du Forez. C'est dans une abbaye isolée, perchée sur un promontoire, en Queue-le-Tange, que la relique trouva un sanctuaire provisoire. Les moines cisterciens, à l'écart des intrigues carolingiennes, accueillirent au Chahan le fragment de parchemin dans leur cave voûtée, sous la protection de 3 verrous successifs. À la lueur d'une chandelle tremblante, le moine grava sur le mur une croix rouge, signe que la relique était sous leur garde. Les jours suivants furent à consacrer à la rédaction de copies partielles, codées selon l'art de la tresse pour disséminer, par de petites bribes, la mémoire du code mérovingien parmi des confréries lointaines, du duché de Bourgogne jusqu'aux Landes bretonnes. Pourtant, l'exil ne se réduisait pas à un simple déplacement géographique. La relique semblait porter en elle une volonté propre. Certains novices apercevaient, dans le verre poli, l'éclat d'une petite bobèche de sang, comme si elle pulsait à la cadence d'un cœur humain. Une légende prit corps. La relique émettait, à certaines heures, un léger bourdonnement, bruit imperceptible pour l'oreille humaine, mais détectable par les rongeurs et les chauves-souris qui palpitèrent dans les voûtes. Les frères craignaient un pouvoir trop ancien pour être contenu, une force qui appelait à reprendre le chemin de la Gaule, là où les grandes cités dormaient aimantées sous la poussière. Au bout de 3 années d'errance, la relique franchit enfin la Méditerranée, à bord d'une nef génoise. Le navire, chargé de vin et de soie, contourna la péninsule italienne avant de gagner la côte ibérique. Dans le tumulte des ports andalous, la fiole passa entre les mains d'un marchand de Cordoue, fasciné par son origine barbare. Pour ne pas éveiller les soupçons, on l'enterra un jour sous une jarre d'olive, puis on sortit la relique à la faveur de la nuit, reprenant la route vers Tolède. Là, des savants arabes, experts en chimie et en mathématiques, examinèrent le fragment de parchemin, déchiffrèrent quelques lignes d'un alphabet inconnu et confirmèrent l'existence d'un code plus vaste, réparti en 7 chapitres. Le fragment fut alors confié à une bibliothèque privée où il séjourna dans un coffre fortifié parmi d'autres manuscrits de précieux. Les chercheurs madrilènes, intrigués, publièrent un traité en 812 mentionnant un document mérovingien aux potentialités extraordinaires, mais craignirent d'en exposer la teneur intégrale.
Ainsi, la relique demeura isolée, contemplée à distance, tout en continuant d'attirer des érudits venus de l'Europe entière. Le mot passa que, caché derrière le rideau de velours vert, se dissimulait la clé d'un secret capable de renverser le cours de l'histoire. Enfin, lorsque les Templiers s'établirent en Espagne, certains chevaliers, désireux d'accroître leur pouvoir spirituel et temporel, cherchèrent à s'emparer de ce trésor exilé. Des correspondances entre un grand maître ibérique et la commanderie de Jérusalem évoquent une quête d'un fragment sacré, sans jamais préciser de quel fragment il s'agissait. Le monastère où la relique avait séjourné fut mis sous surveillance, mais nul n'osa violenter la demeure sainte. En secret, des accords furent passés. Une partie du savoir serait transmise aux Templiers à condition de protéger la fiole jusqu'au retour d'un héritier mérovingien. L'exil de la relique, loin de conclure son périple, ne fit que l'inscrire dans une histoire plus vaste, un chemin parallèle où l'on apprit à disséminer la connaissance dans les plis du monde, à façonner des alliances imprévues, à confier le code à des mains diverses. De la France aux rivages andalous, la relique en exil témoigne désormais d'une vérité première. Le secret des Mérovingiens, pour survivre, doit voyager, se perdre et renaître au gré des marées humaines. Bientôt, les écrits interdits nous dévoileront comment ce code fragmenté s'être recomposé en de nouveaux volumes, gravés dans l'obscurité et lus à voix basse. Dans l'obscurité feutrée des bibliothèques monastiques, certains parchemins reposent sous une chape de silence que le temps n'a pas suffi à fissurer. Ces écrits interdits, fruits d'un labeur clandestin, renferment les fragments d'un savoir jugé trop périlleux pour être divulgué au grand jour. Chaque mot, chaque lettrine calligraphiée en rouge ou en or, porte la marque d'une intention soigneusement dissimulée. Préserver la mémoire du code mérovingien, même si cela devait coûter la vie du copiste. Les origines de ces manuscrits se perdent dans la brume des 7e et 8e siècles. On raconte qu'un groupe de moines dissidents, refusant d'abandonner les traditions païennes mêlées à la foi naissante, décida de consigner en secret les rituels, les incantations et les formules codées. Leurs écrits mêlèrent le gaulois ancien à un latin tremblant, tissant une langue hybride que seuls quelques initiés pouvaient en déchiffrer. Pour éviter la censure, ils usèrent d'astuces, écriture boustrophédon, insertion de caractères runiques, jeu de lettres inversées. À la lumière vacillante des cierges, ils traçaient en ces signes énigmatiques, conscients que chaque trace d'encre exposait leur vie à l'inquisiteur le plus zélé. Un seul exemplaire presque complet de ces écrits survécut dissimulé sous le plancher d'une chapelle abandonnée près de Chartres. En 1642, un bibliothécaire curieux découvrit la trappe dissimulée et mit au jour un rouleau en parchemin scellé d'un cachet de cire noire. À l'ouverture, là, il ne trouva pas de texte ordonné, mais une suite de pages repliées, marquées de schémas cryptiques. Cercles concentriques parcourus de flèches, schémas de tresses de cheveux, fragments de prières. L'encre mal conservée avait viré au brun sombre, fondu par l'humidité, mais les signes restaient en imperceptibles, comme gravés dans la matière même du parchemin. Plutôt que de publier, le bibliothécaire répertoria la trouvaille dans un registre secret, craignant de provoquer un scandale ou un désastre spirituel. Au fil des siècles, ces écrits passèrent entre des mains privées, collectionneurs aristocratiques, savants occultistes et agents secrets au service de puissances étrangères. Chacun y chercha un avantage, le pouvoir de contrôler l'histoire, de guider une dynastie naissante, voire de revenir à un âge d'or mythique. Des notes marginales, ajoutées au XVIIe siècle, mentionnent l'existence de « portes du temps », passages invisibles ouvrant sur des reliquaires perdus. Des annotations au crayon indiquent que l'on aurait pu invoquer une entité tutélaire si l'on avait lu la formule dans son intégralité. Une promesse terrifiante, gardée jalousement. Les érudits officiels, ceux qui publiaient des éditions savantes, n'y furent jamais autorisés. Le rouleau des écrits interdits ne figurait pas dans les catalogues, ses propriétaires veillant à ce qu'aucune mention n'échappe à la confidentialité. Pourtant, des bribes de textuels s'infiltrèrent dans des traités ésotériques du XVIIIe siècle. Un mage parisien affirma avoir traduit un passage relatif au mélange d'extraits de chênes sacrés et de racines de mandragore pour révéler la voix des stars, la voix du sang, sans doute une référence voilée au code de la chevelure sacrée. Ces allusions, si cryptiques soient-elles, suffirent à attiser la convoitise de cercles occultes bien plus vastes que ne l'aurait imaginé l'auteur initial. La structure de ces écrits suit une progression méticuleuse. Les premiers feuillets abordent la cosmogonie mérovingienne.
évoquant la genèse du monde à travers une trame entrelacée de sang et de lumière. Les suivants décrivent sans les sous-baisser les rituels fondateurs, l'onction du roi, la gravure des sceaux, le tressage de la chevelure. Puis viennent contient les pages consacrées à la géographie sacrée, les lieux d'énergie sur la terre franque, alignements de pierres, sources limoneuses et forêts anciennes où dormirait encore un réseau tellurique. Enfin, les dernières feuilles, les plus précieuses, dévoilent un calendrier des solstices inversés, où les dates traditionnelles se voient normalement décalées selon un calcul ésotérique, comme si les Mérovingiens disposaient d'un savoir astronomique perdu. Les moines de Saint-Benoît-sur-Loire, au temps des Hussites, conservèrent des fragments de ces écrits sous la forme de citations lacunaires dans leurs annales, redoutant toutefois de profaner l'ensemble. Une mention furtive fait état d'un lectionnaire d'ombre, livre sans nom dont la reliure noire baignait dans une laque sombre. Les plus anciens se souviennent de l'avoir vu, protégé par un rideau de velours bordeaux, avant qu'une inondation n'emporte la bibliothèque en 1596. La plupart des feuillets furent perdus, entraînés dans le fleuve ou transformés en chiffon pour sécher les empreintes d'encre humide. À la Renaissance, un érudit italien, Luigi Corsini, prétendit posséder une copie d'un feuillet unique, un diagramme représentant 6 cercles concentriques figurant les 6 générations de Mérovingiens, reliés par des lignes droites indiquant des mariages et des pactes secrets. Au centre, un point rougeailleux symbolisait le cœur de l'autorité, situé, selon Corsini, dans une chapelle souterraine de Reims. Il fallut toute la diplomatie d'un cardinal pour empêcher que cet exemplaire ne tombe entre les mains de la couronne française, soucieuse d'effacer les traces de l'ancien pouvoir. Plus fascinant encore, un artiste flamand, Johan van Eyck, intégra dans un de ses tableaux vers 1435 un petit feuillet blanc sous forme de médaillon suspendu au mur d'une chambre bourgeoise. Des spécialistes ont reconnu, dans les lettres à peine tracées, un mot gaulois mythique, Méra, sans doute une référence à Mérové. La peinture, désormais exposée à la Galerie nationale, cristallise le paradoxe. Un savoir interdit est devenu ornement, détourné de sa fonction première, et subit l'humiliation de la décoration sans en révéler la substance. Les écrits interdits connurent un regain d'intérêt à l'époque des Lumières, lorsque des loges maçonniques s'emparèrent dans des légendes mérovingiennes comme d'un support symbolique. Le rite des cheveux tressés, observé en secret dans certains chapitres, reprenait la symbolique de l'art de la tresse, mais détournait le sens des tresses pour représenter l'union fraternelle. Des manuscrits maçonniques, copiés à la main, contiennent des passages remaniés dans un langage universaliste, supprimant la dimension dynastique pour la remplacer par une morale portée vers l'émancipation de l'individu. Pourtant, même ces transpositions apparaissent comme une herbe grasse, poussant sur la pierre du mystère, et non comme une porte d'accès réel au rituel fondateur. Aujourd'hui encore, des chercheurs en philologie expérimentent la restitution des textes. Un collectif franco-italien tente de recomposer les feuillets épars grâce à la photographie multispectrale, espérant déchiffrer ce que l'œil nu ignore. Les premières analyses ont révélé, sous la couche de suie datant d'un incendie de 1260, des résidus d'identifiants gaulois, comme des fragments du mot « sulpice », peut-être un nom de lieu ou de famille. L'excitation monte dans la communauté universitaire. Certains prévoient déjà la publication d'un volume de transcription complète, tandis que d'autres redoutent un emballement médiatique, susceptible de profaner ces pages anciennes. Mais la leçon des écrits interdits principaux persiste. Il existe un savoir que la peur, la politique ou la foi ont cherché à museler, un savoir dont la seule existence modifie la frontière entre l'histoire et le silence. Ces pages énigmatiques, bardées de pictogrammes, de chants codés et de listes de lieux sacrés, invitent donc qui saura les entendre à accepter le poids d'un secret millénaire, à porter l'écho des voix réprimées, à devenir, à leur tour, gardiens d'une mémoire trop puissante pour être dévoilée au grand jour. Bientôt, le rite des eaux noires nous guidera vers les sanctuaires où se mêlent l'onde et l'ombre, là où s'accomplit la purification mérovingienne. Dans le silence solennel d'une nuit sans étoiles, le clapotis régulier d'une eau sombre résonne comme un cœur battant sous une pierre. Les Mérovingiens, gardiens d'un savoir ancestral, savaient en même que les sources n'étaient pas qu'un simple don de la terre. Elles étaient dans le miroir d'un monde souterrain, à un seuil fragile entre la vie et l'ombre. Le rite des eaux noires se déroulait au bord de bassins creusés dans la craie, dissimulés sous les racines de chênes vénérables. Là, l'eau, trouble et épaisse, semblait absorber toute clarté, pressentant le passage de l'invisible. La préparation exigeait une lente mise en condition.
Les prêtres druidiques, devenus moines sous couvert de christianisme, traçaient point sur le sol un cercle de charbon, mêlé à de la poudre de cuivre, dont la couleur verdâtre évoquait la corrosion du temps. À l'intérieur de cette enceinte, on déposait une feuille d'olivier brûlée et un rameau de sureau, avant d'y verser de l'eau puisée à l'aube, dans un calice d'étain. Chaque geste, mesuré et rythmé par un chant monocorde, réveillait un souffle ancien. Le froissement d'une toge, le grincement d'un pied sur la terre humide, un souffle retenu. Lorsque la nuit tombait, le grand prêtre, coiffé de son capuchon de laine et portant autour du cou un collier de perles d'ambre, pénétrait dans l'enceinte. Il plongeait ses mains nues dans l'eau noire, rubescente sous la faible lueur d'une lampe à huile, puis lentement remontait quelques gouttes jusqu'à ses lèvres. Ce contact, dit-on, éveillait en lui la mémoire des ancêtres. Il percevait un frisson courant le long de sa colonne vertébrale, un écho ténu du pacte originel noué par Mérové sur les rives brumeuses de la mer. Le maître du rite récitait alors une formule secrète, composée de mots gallo-romans et de fragments runiques. Pormas Aquae tenebrae serve notitiam sanguinis. À chaque syllabe prononcée, les eaux semblaient intégrantes y s'animer. Une fine colonne de bulles remontait à la surface, éclatant en silence. Ceux qui observaient Chandan de l'extérieur entendaient une vibration, à peine perceptible, et voyaient la surface ondoyer, comme si l'eau reflétait non pas les étoiles, mais le sombre visage d'un roi disparu. Les néophytes, placés à l'écart, étaient ensuite invités, ou plutôt sommés, de s'agenouiller devant le bassin. Chacun glissait sa main au contact de l'eau, laissant perler quelques gouttes sur son front. Cette onction symbolique liait le nouvel initié aux forces invisibles de la lignée mérovingienne. Il devenait porteur en lui d'un fragment de la grâce d'antan. Certains récits rapportent que, pour les plus faibles de cœur, ce contact provoquait un vertige profond, comme un appel irrésistible vers le néant. Preuve que l'eau noire ne supportait pas la faiblesse d'âme. Au-delà de l'onction, le rite comprenait aussi la divination. Après avoir bu l'eau sacrée, le grand prêtre déposait sur la surface une plume d'aigle ou un petit anneau doré issu d'un cheveu de roi. On observait le trajet de l'objet. S'il dérivait en cercle concentrique, c'était le signe d'une année faste pour la lignée. S'il s'immobilisait, les dieux se taisaient et les hommes devaient le craindre une disette ou une trahison interne. Chaque interprétation mêlait l'idée du hasard et celle d'une volonté divine chuchotée par l'onde sombre. Les lieux mêmes choisis pour ces cérémonies étaient révélateurs. On évitait les sources claires où l'eau scintillait au soleil, seules les nappes stagnantes, abritées sous les collines, offraient en ce noir profond image d'un au-delà frigorifié. Les bassins creusés à même la roche présentaient parfois des gravures à demi effacées, spirales, droites parallèles, lettres incisées. Celles-ci servaient de repère pour orienter le calice et pour enclencher, par résonance, l'énergie tellurique des sous-sols. Les gardiens du secret affirmaient que ces symboles vibraient en certains jours de l'année avec une force telle qu'ils pouvaient en créer de petites secousses perceptibles comme un léger frémissement sous les pieds. La crainte de la contagion d'un tel pouvoir poussa certains évêques à interdire officiellement ces pratiques au IXe siècle. Pourtant, les moines complices poursuivirent en secret, adaptant les paroles rituelles pour y glisser des extraits d'évangiles à demi discrets, dans l'espoir de détourner la réprobation ecclésiastique. Ainsi l'on prononçait Ave Maria en chœur, juste avant la formule originelle, comme pour faire coexister la foi nouvelle et la mémoire païenne. Les bulles formées à la surface semblaient alors prendre la forme d'un M majuscule, rapprochant symboliquement la Vierge Marie et Mérové, père mythique de la lignée. Parmi les témoins de ces rites, quelques moines, repentis sur leur lit de mort, laissèrent une des confidences consignées dans des confessionnaux secrets. L'un d'eux raconta qu'il avait vu, après l'absorption de l'eau, le grand prêtre fermer les yeux et murmurer en latin « Tu es toi et le serviteur des ombres, porte leurs paroles ». La cérémonie se terminait par le dépôt d'une torche éteinte sous l'eau, symbole de la lumière éteinte qui renaîtrait un jour. Puis chacun repartait dans la nuit, emportant dans sa poche un peu de la boue sombre, gage d'une appartenance discrète. La mémoire populaire conserva au fil des siècles des réminiscences de ces eaux noires. Les vieux conteurs des Ardennes évoquent encore une mare hors des sentiers battus où l'on jetait jadis des offrandes, morceaux de pain noir, gobelets en terre cuite, petites croix de bois. Ceux-ci troublés racontent avoir vu le reflet d'un chevalier sans tête surgir à la surface, ouvrant les yeux pour regarder l'offrande avant de disparaître.
Sceptiques ou croyants, tous s'accordent à dire que l'eau retenait le souffle des morts. Les fouilles archéologiques menées en 2005 sous la butte de Gala Placidia, près de Ravenne, mirent au jour un bassin identique, scellé par un muret de pierre. Des analyses révélèrent des traces de tanins et de suie, confirmant la carbonisation rituelle du charbon. Des grains de pollen de sureau et d'olivier furent détectés dans les prélèvements, à l'image des descriptions mérovingiennes. Les chercheurs restèrent perplexes. Pourquoi transporter ce rite si loin? La thèse d'une migration de moines exilés ressurgit. Celle d'une transmission templière venue relier l'Italie byzantine à la Gaule devint plausible. L'ombre de ce rite s'étendit jusqu'aux Templiers qui, selon certains documents internes, organisèrent à Jérusalem, dans la cour du Temple, un simulacre d'ablution à l'eau recueillie au puits de Membré. Ils nommaient à ce rituel la plongée dans la nuit originelle, évoquant la même symbolique d'un retour aux sources premières. Les correspondances cryptées évoquent un échange de savants. Un frère franc, formé aux eaux noires de Gaule, enseigna aux chevaliers la méthode d'extraction des herbes sacrées, adaptées aux fontaines du Levant. Ainsi, le rite des eaux noires, loin de s'éteindre, se mua en un pont entre deux traditions, unissant le mystère mérovingien à la ferveur templière. Tandis que l'onde trouble reprend son souffle sous la mousse, les pactes silencieux, bientôt, ouvriront devant nous la voie d'alliances plus obscures encore. Sous les voûtes anciennes des cryptes abandonnées, où la fraîcheur se mêle à l'odeur de la pierre humide, furent scellés des accords dont la résonance traversa les siècles sans qu'aucun témoin visible n'y assiste. Ces pactes silencieux, signés dans l'ombre et scellés non par la plume, mais par des gestes sobres, liaient les lignées mérovingiennes à des ordres discrets, druides convertis, barbiers initiés, nobles exilés et, plus tard, chevaliers au ceinturon clair. Aucun contrat n'était écrit. Seul le frôlement d'une bague contre une épaule, un échange de toisons dorées ou le croisement furtif d'un regard suffisait à reconnaître un engagement solennel. Le plus ancien de ces pactes remonterait aux premiers jours de Clovis, lorsque, avant la bataille décisive de Tolbiac, le roi conclut une alliance secrète avec un cercle de druides, d'Armorique. La légende raconte qu'à l'aube, alors que la brume drapait la Moselle, un meneur druidique remit à Clovis une coupe de bois sculptée, gravée de spirales et de runes gauloises. Ce vase, plein d'eau claire, devait être bu par le roi avant tout grand combat, un rite qui liait sa victoire non seulement à son épée, mais à la force tellurique de la terre. En retour, Clovis offrait sa protection. Les druides bénéficieraient de la libre circulation dans les palais francons et pourraient exercer en secret leur art de la mémoire. Aucun serment n'était prononcé à voix haute, mais le crissement discret du calice contre la lèvre royale consacrait l'engagement. Au fil des générations, les pactes silencieux se multiplièrent, tissant un réseau océanique d'alliances. À Reims, un jeune comte, héritier d'un empire carolingien à venir, se vit offrir lors d'une visite monastique un petit sac de velours contenant 3 mèches de cheveux sacrés. La coutume voulait que ces brins fussent partagés parmi 3 lignées, la sienne, celle d'un vassal local et celle d'un moine bibliothécaire. Chaque porteur devait conserver la mèche en contact permanent avec la peau, glissée sous la couche de laine. Ainsi naissait un lien métaphysique, un courant de transmission imperceptible. Si l'un des détenteurs rompait le pacte, en dévoilant le secret ou en trahissant la lignée, la mèche se mettait à noircir, signe d'un malheur imminent. Les rites qui accompagnaient ces scellés variaient selon les régions. En Champagne, on parlait d'un serment prononcé au bord de vignes anciennes. L'initié, nu jusqu'à la ceinture, marchait pieds nus sur un cep centenaire, déposant ensuite sa main sur un cep adjacent, offert pour l'occasion. La vigne témoin, témoignant de l'accord, conservait une blessure circulaire, cicatrice visible de la main royale. Dans d'autres lieux, la signature silencieuse prenait la forme d'une coupe de pierre que l'on déposait à l'entrée d'une crypte. Celui qui la relevait marquait son acceptation du pacte. Le plus troublant demeure peut-être celui conclu entre les Mérovingiens et les premiers Templiers venus de Terre Sainte. À l'automne 1128, dans une chapelle souterraine obscurcie par des linceuls, un chevalier portant la croix rouge reçut, de la main d'un moine franc, une petite tablette de plomb gravée d'un sceau ancien. Sans mot dire, le chevalier la posa sur son échanson, unissant ainsi son serment au code mérovingien. Protéger la relique exilée et transmettre, au cœur de l'ordre, la mémoire d'une lignée antérieure. Le pacte ne fut jamais consigné dans les archives du temple. Seuls quelques diagrammes codés, dissimulés dans des manuscrits liturgiques, en font discrètement allusion. À chaque renouvellement de pacte, on pratiquait un rite discret.
On liait ensemble 2 brins de chaton servant de mèche, on versait un peu d'huile d'olive bénite et quelques gouttes de vin noir sur une dalle, puis on pressait la paume des mains sur ce mélange, formant une empreinte invisible à l'œil nu, mais traçable sous une loupe puissante. Les éternels signes, gravés dans la pierre, disparaissant ensuite sous un lit de poussière, de manière à ce que seuls les initiés, connaissant l'emplacement exact, puissent les exhumer. Les pactes silencieux n'étaient pas immuables, ils évoluaient selon les besoins politiques. Lorsque les vicomtes du Nord menacèrent d'envahir le cœur de l'Austrasie, un nouvel accord fut passé, scellé par l'échange d'anneaux de fer forgés dans les forges secrètes d'Étain. Chacun portait à l'index une bague fine, sans ornement, un simple cercle non ouvragé, symbole de l'union rondement formée, mais fragile. Si l'un des pactisans rompait le cercle, l'anneau s'oxydait à grande vitesse comme rongé par la trahison. Le silence était essentiel, aucun mot ne devait franchir les lèvres en présence de témoins étrangers. Ainsi, à Sens, une chronique du XIIe siècle relate l'affaire d'un dignitaire du clergé surpris en train de formaliser un pacte avec un noble laïc. L'évêque, découvrant la trahison, imposa au premier un jeûne de 40 jours, tandis que le second fut expulsé de la cité. Le document d'accusation ne mentionne jamais la nature du pacte, seulement une alliance établie en secret, laissant la rumeur parcourir la ville sans plus de précision. Dans les villages reculés, on se souvient encore d'un pacte conclu, sous Louis VI, entre un seigneur et une communauté paysanne. L'homme, pour garantir la sécurité de ses terres, offrit aux villageois un droit de regard sur l'accès à la forêt sacrée. En échange, ceux-ci devaient lui fournir, chaque solstice d'hiver, un fagot de chêne déchiqueté et 3 grappes de sureau. Le serment se murmurait à mi-voix dans la grange commune, les anciens déposant un morceau de charbon béni sur un lin tissé par une jeune fille. Ce charbon conservé précieusement représentait le point de contact, témoin immobile d'un contrat invisible. Si certains pactes engendraient en l'harmonie, d'autres portaient de Barst déjà la graine de la discorde. Une clause implicite, jamais formulée, prévoyait que la rupture du serment entraînerait la malédiction d'une fontaine ou d'un olivier particulier. Les exégètes modernes ont repéré, dans quelques registres notariaux du XIVe siècle, des mentions de fontaines devenues amères, de grottes où le bois se meurt, indiquant que le pacte n'était pas sans conséquence sur le terroir lui-même. À la veille de la Révolution française, alors que la mémoire dynastique semblait s'étioler, on raconte qu'un descendant lointain des Mérovingiens tenta de renouer ses pactes silencieux avec une société secrète prônant la restauration monarchique. Lors d'une réunion dans une cave voûtée de Paris, il présenta une longue tresse de cheveux d'or, affirmant qu'elle descendait directement de la couronne de Sigbert III. Les participants, chacun plongé dans l'ombre de la lanterne, n'échangèrent aucun mot. Ils scellèrent donc l'accord en brisant le fil d'une dague rituellement chauffée, laissant choir quelques gouttes de métal rouge sur le sol. Les historiens officiels ont longtemps ignoré ces pratiques. Les archivistes abbayes des Alpes, un parchemin jauni mentionne, en marge d'un cartulaire, « Les ombres se lient encore, au-delà du silence ». Aujourd'hui, le chercheur qui s'aventure dans les cryptes médiévales scrute les pierres et déchiffre les graffitis minimalistes, découvre la trace de ces alliances discordantes discrètes. Dans l'ocre affadi, où le charbon peu visible, transparaît la marque d'un doigt humain, repère pour un pacte passé et destiné à renaître chaque fois que le besoin de lignée se fait sentir. Ainsi, les pactes silencieux, tissés dans l'ombre même des royaumes, continuent de murmurer leurs secrets. Un code ancien, fait non d'encre mais d'ombres et de gestes, lie les héritiers d'un empire disparu aux sentinelles invisibles de la mémoire. Le pont vers les Templiers, bientôt, nous dévoilera comment ces accords muets s'inscrivirent dans la pierre des commanderies, tissant un lien indéfectible entre 2 traditions chevaleresques. Quand la lumière du matin filtre à peine à travers les vitraux brisés, elle révèle à peine les contours discrets d'une chapelle enfouie sous la ville. Là, sous les dalles usées, repose la trace d'une fondation volontairement occultée, un sanctuaire secret édifié à l'orée du 7e siècle où se nouait l'alliance précaire entre l'église naissante et la lignée mérovingienne. Aucun chroniqueur n'osa consigner en clair son existence, craignant de compromettre les intérêts des barons voisins et de la papauté. Pourtant, des indices subsistent, une crypte voûtée en anse de panier, des arcs épais ornés de fresques effacées et un puits intérieur, source d'une eau claire toujours jaillissante. Selon les traditions orales, c'est Clovis lui-même qui ordonna l'édification de ce lieu retiré à l'image d'un cœur invisible,
bâti loin des tumultes de Paris et de Soissons. Il aurait choisi un vallon discret, abrité par 2 collines couvertes de hêtres, dont l'écho murmurait les prières des druides d'Armorique. Là, plusieurs milliers de paysans furent réquisitionnés, non pour construire un édifice ostentatoire, mais pour creuser un creuset sacré. Une crypte triangulaire, imposément symbolisant la Trinité, tout en masquant l'ancienne symbolique celtique du triple axe. Les pierres de Brutal, extraites d'une carrière voisine, furent un patinisme à la suie, de façon à ne pas trahir leur origine aux yeux d'envahisseurs potentiels. Le chantier se déroula sous le sceau du secret. Les ouvriers, choisis parmi les serfs liés à la cour, ne savaient pas lire les plans. Ils suivaient dans les directives d'un maître d'œuvre énigmatique connu seulement sous le nom de Sulpice. Certains le décrivaient comme un vieil homme à la barbe grisonnante vêtu d'une simple tunique, d'autres comme un moine originaire d'Italie. Dans la pénombre des galeries naissantes, Sulpice traçait sur la roche des symboles incompréhensibles. Des carrés imbriqués, des étoiles à 5 branches, des spirales semblables à celles du sceau royal. À chaque fin de journée, il disparaissait sans laisser de traces, laissant derrière lui le silence et la poussière. Au cœur de la crypte fut aménagée une alcôve circulaire, surmontée d'une coupole basse. À son sommet, on percevait un orifice minuscule, calibré pour laisser passer un seul rayon de soleil à l'heure exacte du solstice d'hiver. Quand les rayons pénétraient l'obscurité, il frôlait une dalle centrale ornée d'une croix latine, dont les bras semblaient alors porter la marque d'une toison sculptée. L'effet, voulu de façon intentionnelle, était de faire briller un éclat doré pulsant, évoquant la chevelure sacrée des Mérovingiens. L'illusion étonnait chaque initié, lui donnant l'impression que la pierre elle-même vivait et respirait. Les premières de cérémonies, organisées avant la consécration officielle par l'évêque, réunissaient une poignée de dignitaires francs et quelques moines augustins. Les chants, proches du plein chant médiéval, mêlaient en des bouts de cantiques latins à d'anciens refrains gallo-romains, que les barbiers prêtres intégraient en secret. Les témoins de l'époque rapportent un frisson parcourant les planches branlantes, comme si le lieu vibrait au diapason d'une énergie tellurique. Personne n'osa nommer ce qui se jouait derrière le voile du rite. La fusion de 2 traditions, romanisée et celtique, aboutissait à un prototype d'église-État, où la légitimité divine se conjuguait à l'héritage ancestral. Le nom même du sanctuaire fut scellé dans l'anonymat. On l'appelait simplement la cachette, ou le refuge du sang. Aucun texte liturgique officiel ne mentionna jamais le terme, tandis que les registres carolingiens postérieurs effacèrent toute référence à une fondation mérovingienne autre que celle de Saint-Denis ou de Saint-Martin de Tours. Mais dans les marges des cartulaires, des indications codées répondèrent à la question de l'emplacement. Le mot « érable » annoté près d'une mention de forêt, la ligne due au col à l'emplacement de 2 collines spécifiques. La fondation cachée servit bientôt de club initiatique. Seuls pouvaient y pénétrer les nouveaux rois, invités par les aînés de la lignée, ainsi que certains chevaliers choisis pour devenir prêtres laïcs. On y procédait à l'onction rituelle, utilisant l'huile conservée depuis la mort de Clodomir, le frère assassiné de Clovis. Cette huile, mêlée à du sang princier conservé dans un petit gobelet de verre jaunâtre, était appliquée sur le front, le cœur et les poignets, scellant pour toujours l'appartenance au sang royal. Ceux qui refusèrent de prêter serment ou cherchaient à trahir voyaient la cérémonie s'interrompre. Une porte de pierre se refermait dans un grincement, les privant de la voie d'accès aux reliques et à l'autorité sacrée. Les reliques elles-mêmes reposaient dans une petite châsse en plomb, déposée dans un coffrage de chêne multicouche. On y conservait la mèche de cheveux sacrés du premier roi, une lame effilée ayant servi à graver le sceau oublié, un fragment de papyrus venu d'Égypte, preuve d'une cérémonie de reconnaissance divine importée du premier concile de Nicée. Les visiteurs les plus audacieux affirmaient que la châsse émettait un léger bourdonnement, perceptible dans le silence absolu de la crypte. Au fil des siècles, la dimension laïque du lieu s'estompa, laissant place à une présence monastique plus structurée. Au IXe siècle, des chanoines de Metz tinrent à garder la tradition secrète et mirent en place une rotation d'habitants. Un moine y demeurait 6 mois, sous le nom de custo, avant de rejoindre un couvent plus célèbre. Cette pratique permit de maintenir l'anonymat. Jamais 2 custos ne se croisaient en hors du lieu, et chacun changeait de nom liturgique à chaque renouvellement. Malgré cela, la fondation cachée attira l'attention des Carolingiens.
Un jour, Pépin le Bref envoya un émissaire qui parcourut la crypte en long et en large, enregistrant les reliefs des murs et cartographiant le réseau de galeries. Sa mission peut-être était de détruire le sanctuaire. Pourtant, il se retira sans mot dire, emportant ses carnets dans un coffre à triple serrure. Plus tard, on retrouve ces notes partiellement censurées dans les archives de l'abbaye de Saint-Denis, retenant seulement la mention « le Diocranciebasdo ». À ne jamais. Quand la surface du Nil se soulève des invasions normandes orageux, la fondation échappa d'une colère profonde grondée au selon un poème de moine anonyme. Les Égyptiens voyaient dans nos enquêtes dans l'inondation annuelle non seulement la promesse de la vie, mais un feu sacré d'eau jaillit du sol même chaque été, éteignit brièvement les manifestations de force des envahisseurs effrayés, imprévisibles, d'étalèrent, trop basse la structure et ses secrets intacts. Les chanoines voyaient l'emporter dans cet événement la main des sanctuaires, veillant sur le cœur de la dynastie des temples. Avec le temps, la fondation perdit son prestige et se jouait dans les humeurs des vieux, qu'il convenait d'apaiser locales de peur de représailles afin de préserver l'équilibre. Récusèrent l'existence de les inscriptions sur les légendes du kilomètre de survécurent près du Caire moderne souterrain offrent un témoignage les premiers au trésor franc. Des marques gravées en langue arabe et parfois en hiéroglyphes recyclés attestent des archéologies du XXe siècle, timides et incomplètes. Pour les prêtres de l'Ancien Empire, la station hydraulique primitive permettait d'évaluer le lien direct avec la fondation mérovingienne, crucial pour annoncer une bonne ou une mauvaise année. Les historiens s'interrogent. Les archives notent, était-ce là une ébauche de ce qui deviendrait plus tard les cryptes égyptiennes anciennes, ces lieux secrets où l'ordre gardait ses temples et mastabas, ses initiations, des nobles risquaient tant d'être bien s'agit-il d'un sanctuaire d'irrigation débordé, la vocation fut la mémoire gravée dans la pierre isolée du monde menacé, porteuse d'un héritage. Ces variations naturelles nourrissaient seuls quelques graphins de la mythologie effacée. On racontait que Cès, un cercle de la tempête, témoigne d'un lien ténu entre la jalousie d'Osiris et le grand code mérovingien de coups de son sceptre. Dans le silence des pierres, des crues imprévues. On pourrait encore entendre le funéraire du marteau du maître d'œuvre de Seth, l'écho lointain d'un chant internac, la vibration sourde d'apaiser son oncle, trop puissant que l'eau ne monte pas au-delà des berges sacrées. Et bientôt, à travers le cycle des échevaux, Happy, nous découvrirons comment ces fondations isolées, pour assurer une montée régulière et modérée, symbole de la fertilité et de la stabilité. Dans l'entrelac discret des mémoires, la cérémonie d'ouverture de la négroïde, un chemin circulaire sacré, suspendu entre le tangible et l'invisible du printemps. Chaque brin de fil, escorté, patiné par le temps, constitue un fragment du grand récipier, vers un bassin sacré dans le roc, les fibres végétales des bannières, les lanières de cuir des parchemins enluminés, des formules en l'honneur de cet enchevêtrement subtil ciel et de la lumière, la continuité du code mérovingien au fleuve, renouvelé à chaque génération par la transmission silencieuse sous les arcades, évoquant les 7 canaux héritage tressé, destiné à répartir l'eau. Au commencement, le fil primordial naît de la chevelure royale. Il fallait parfois des cérémonies d'onction, certains barbiers prêtres détachent de mèches d'or construites à la faveur des pharaons avec la plus grande délicatesse de cuirassaux en passe de main en main, retrouvée à Ilaoun, témoigne de réparation urgente après la crue catastrophique de l'an jadis le nœud de Mérové servait de matrice. Les ouvriers, chaque nouvelle mèche mobilisée en masse, comblaient en les brèches une nouvelle promesse, les digues, un nouveau lien. Des fascines de papyrus, la tresse originelle demeurait au cœur d'un coffret orné d'arabesques et incantations témoin d'un pacte qui structurait l'ensemble. Les monuments eux-mêmes offrent les gardiens du secret n'utilisaient pas seulement la chevelure. Aux abords de certains temples, ce fil principal des racines de plantes sacrées sur les fibres animales et même des brins de parchemin découpés en lanières d'inondation. Dans les ateliers monastiques clandestins, on chauffait la cire pour enduire ces fibres hétéroclites à Horus, renforçant leur résistance et leur conférant une légère flexibilité décorée. Chaque atelier disposait d'une balance très fine, tandis que la pierre pesait au millième de gramme l'écheveau complet, comme si l'eau avait suffisé d'un mémoire infime pour signaler qu'un fragment avait été détourné, qu'une tresse avait été altérée. Une crue au fil des années, l'Oskélia considéré comme le cycle prenait la forme d'un réseau pluriel. Les prêtres consignèrent, on parlait alors de l'étoile des échevaux, 42 coudées, 12 ramifications partant du nœud central. Chaque branche représentait une lignée, organisée alors royale, cléricale, druidique, de guerrière, érudite, paysanne, la statue des les initiés craignent de prononcer ces noms à voix haute. Les offrandes préférant tracer sur le mur un simple motif en étoile décoré en suffisamment sobre pour passer inaperçu, allumé dans chaque assez évocateur. Ainsi on croyait le regard de l'harmonie vers le bon entre le monde lorsque survenait une crise dynastique. Au-delà de la crue, on organisait la cérémonie frappée sage renouvelée.
Dans certains papiers obscurs, éclairés par des lampes à huile, on détaille des détenteurs des chevaux se rassemblaient, le pain distribué à la population, chacun déroulait son presque à la moitié, l'étendait et la bière à la boisson quotidienne, les plus anciens par de l'eau veillant au centre, touchés du bout des prêtres multiplièrent alors les cérémonies des fertilités malades, dédiées à Osiris en faisant entonner des torches autour des sanctuaires et en plongeant des statues aux pieds nus dans un bassin vocal du geste du tressage, espérant inciter la terre à garder capable de libérer l'essence même du code. Le pharaon, en tant que grand prêtre fervent, assumait la responsabilité de dans le fil naturel, saisir une mèche et la relique à parfois retrouver l'opération répétée des statues colossales porte des traces d'ocre et premiers jours de l'année, signe d'ex voto pour calmer la colère des dieux. De la jeunesse à la vieillesse, on raconte qu'au moment de la sécheresse majeure sous Ramsès II, les échevins un puits rituel près d'Abou Simbel forment une nouvelle étoile, l'eau du Nil sur un profondément pour apaiser Sobek, le dieu crocodile, dont on disait qu'il retenait l'eau dans son le dessin, gravant les rapports entre la climat et rituel ne s'arrêtèrent pas à l'Égypte provisoire, baptisée les scribes grecs étaient des Hérodote recueillirent des témoignages de paysans décrivant un fragment de cire plus grand, des tornades de sable et des tempêtes traversant le désert. La transmission du code. Il consignait que le Nil est l'œil de toutes les choses confié aux lignées royales et vivantes dont l'humeur commandait son symbole d'une autorité à la fois bien que spirituelle et merveilleux, souligne que la maîtrise du fleuve visible à l'œil pas à l'irrigation, mais s'étendait à une relation symbiotique servant d'éléments l'homme et la nature pour les futurs. À l'époque romaine, les empereurs poursuivirent des siècles les archives secrètes de l'abbaye, intégrant parfois des éléments païens. Conserve des mentions des hôtels à Isis et à Sérapis. Note en marge d'un registre monastique indique la tradition perpétuée la vénération pierre de la chapelle nord, désormais assimilée à certaines divinités fluviales et de Cîteaux. Ces fragments de cire, malgré gravés sur des stèles, résistaient au temps, protégés de l'air et de pouvoir apaisant, de constituant le seul lien matériel l'ancienne génération, même si elle s'était transformée sous l'influence des écheveaux, ne se limitait pas aux filaments. Aujourd'hui, les archéologues et les hydrologues collaborent à tisser pour comprendre l'impact des colères des ateliers clandestins les âges de Pweki. Les glaciologues suisses ont corrélé les niveaux d'eau au nilomètre sur lesquels on installait les carottes de glace du Groenland, montrant que des oscillations de la mousson africaine modulées d'eau la rangée de plusieurs siècles. Les modèles climatiques modernes s'inspirent enfin de ces données transmises oralement, permettaient de reconstituer, offrant un écho inattendu entre la sagesse antique et les enjeux contemporains pour ceux qui ne pouvaient, dans le flot impassible au Nil, même nos bateaux à moteur miniatures servaient bien ancestral. Principalement, les habitants des rives continuant de déposer des offrandes sur de petits hôtels amenés dans l'abbaye atelier fleurs, recevaient un petit cadre et quelques brins de dans le fleuve. Guidé par un geste presque imperceptible, il apprenait lentement chargé d'une mémoire millénaire qui relie chaque habitant à chaque tressage réussi. Il recevait un anneau et généreux, symbole de son passage. Les colères du Nil et des dieux nous rappellent que cet anneau, même celle d'un pharaon divin, était ajusté à d'un fragile équilibre. S'il glissait face au vent du désert et aux caprices de la lumière, c'était la souverain, ses prêtres et son peuple apprirent à écouter le murmure de l'eau, à décoder ses signes, craignant la trahison des marées. Chantait aux novices. Dans la partie suivante, nous verrons comment, malgré les ravages du temps et des hommes, la Genèse, l'héritage des pharaons surgit à travers des vestiges vivants et la témoigne encore aujourd'hui de leur grâce et de leur puissance. Portait une variation subtile, introduite par un battement de main contre la cuisse, non surpan. Signe pué pour le porteur de l'anneau, la clé d'une nouvelle étoile. Ainsi, le cycle se poursuivait, mêlant fil, cire, chant et gestes jusqu'à la prochaine cérémonie. Lorsque les Templiers adoptèrent partiellement ces usages, ils introduisirent un nouveau matériau, la mèche de cheval tressée avec des poils d'ours récoltés dans les forêts vosgiennes. Ces nouvelles fibres, plus rugueuses, symbolisaient enfin la force guerrière alliée à la sagesse ancienne. Les chevaliers initiés tressant sous le regard de leurs supérieurs, dans les cryptes des commanderies, où l'étoile des écheveaux prenait la forme d'un symbole chevaleresque à cheval entre le sceau royal et la croix templière. À la fin du XIIIe siècle, l'Église romane, inquiète de ces pratiques ésotériques, imposa un interdit. Toute création de Wimple tressée en dehors des monastères officiels serait considérée comme hérésie. Néanmoins, les Templiers, puissants et discrets, poursuivirent l'usage dans la clandestinité de leur forteresse. Ils gravèrent tantôt l'étoile dans la pierre, à l'écart des regards, et conservaront des fragments de linteaux de cire dans des coffres fortifiés, près des reliquaires. Aujourd'hui, seuls quelques fragments subsistent. Une mèche d'ours retrouvée dans une fouille d'une forteresse en Espagne, un linteau de cire découvert dans une crypte des Alpes, un petit cadre miniature en bois échappé au pillage révolutionnaire. Les chercheurs armés de microscopes confocaux scrutent ces vestiges pour reconstituer la trame originelle. Mais la véritable transmission, celle du cycle des écheveaux, demeure une expérience vivante.
Elle s'incarne dans le geste des mains, le murmure des chants et l'ombre d'une torche vacillante. Bientôt, l'empreinte du sang apparaîtra sous un nouveau jour, révélant comment ce cycle tressé, à la croisée des traditions, façonna l'identité d'un ordre chevaleresque désormais légendaire. Dans le creux des reliquaires et la pierre des cryptes, l'empreinte du sang dessine un motif plus ancien qu'aucune écriture. Pour les Mérovingiens, la lignée se scellait non dans le marbre poli, mais dans l'éclat fugace d'une goutte vermeille, déposée avec soin sur le parchemin ou la pierre. Cette empreinte vivante, matrice du droit divin, liait la chair du roi aux forces telluriques, tissant un lien indissoluble entre le royaume et l'invisible. Le rituel le plus secret commençait dans l'alcôve circulaire, là où la pierre brute percée d'un puits captait la lumière du solstice. Les prêtres druidiques, devenus moines hétérodoxes, levaient les sangs à la tunique du prince jusqu'à la poitrine. À l'aide d'une lame d'acier damassée, ils pratiquaient une incision minuscule, assez pour faire naître une goutte de sang, puis la recueillaient dans un iridion de verre blanc, façonné dans un atelier énigmatique. L'objet, fragile, se tenait sur un socle de granit poli, creusé à la forme exacte du rebord. Lorsque la goutte rejoignait le centre, elle s'étalait en un cercle parfait, stade initial d'une carte secrète. Cette carte, appelée carte des 7 branches, reposait sur un principe géométrique précis. Chaque cercle de sang représentait une génération, ses contours irradiant vers 7 directions, autant de directions qu'il existait de lignées initiées, royales, sacerdotales, druidiques, guerrières, érudites, paysannes et chevaleresques. Les bordures concentriques, gravées d'intensité dans la cire, se transformaient en axes de transmission. Le chef de chaque branche s'obligeait à faire couler à son tour une goutte à l'issue d'une cérémonie annuelle, renouvelant ainsi le pacte ancestral. Lorsque le sang se mêlait à la cire, une réaction chimique légère changeait la teinte. Le rouge vif laissait place à un ocre sombre, marquant le passage du monde des vivants vers celui des ancêtres. Les moines chimistes, formés aux techniques byzantines, y voyaient avant la preuve scientifique d'une alchimie sacrée. L'eau mêlée à la cire, chauffée à basse température, créait un liant indissoluble capable de fixer l'empreinte pour des siècles. Ainsi naissaient dans Info des sceaux, témoins silencieux de générations successives, qu'on conservait dans des boîtes de plomb, calées dans des niches derrière l'autel. Les bassins sacrés, identiques à ceux du rite des eaux noires, servaient là parfois de lieu d'augmentation. Le sang du roi y était versé en quelques gouttes, laissées à se dissoudre, puis l'eau ainsi teintée était distribuée aux initiés sous forme de boisson rituelle. Ceux qui la buvaient témoignaient chose plus tard d'une sensation de vertige léger, comme si la mémoire du lignage coulait dans leurs veines. Les chroniqueurs plus tardifs, peu enclins à admettre ces pratiques, les qualifièrent de aberrations, mais n'osèrent jamais détruire les bassins, redoutant de briser un artefact trop ancien. Les empreintes de sang ne servaient pas seulement à graver des sceaux, elles pouvaient vous révéler des messages cachés. Les scribes clandestins, formés à l'art de la tresse, écrivaient des formules prophétiques entre les lignes d'un manuscrit, puis déposaient en une goutte sur le côté du feuillet. Le sang, absorbé par le parchemin, teintait les fibres, faisant apparaître, après séchage, un alphanumérique invisible à l'encre ordinaire. Ces codes s'effaçaient à l'humidité, obligeant le lecteur à utiliser un bain d'huile et de plantes pour les reconstituer, rendant impossible toute copie non autorisée. À l'ombre des cloîtres, certains moines hétérodoxes alliaient nailler le sang royal à des onguents de cystes et de myrrhe, obtenant un baume mystérieux. Appliqué sur les frontons des églises ou sur la pierre des tombeaux, ce baume laissait une trace presque phosphorescente à la lueur des cierges. Les pèlerins racontèrent avoir vu, dans la nuit, des lignes délicates s'illuminer, formant des mots en ancien gaulois. Cette écriture évanescente, visible seulement quelques secondes, puis on paie l'autorité sacrée d'un rite désormais interdit. Dans certaines régions, les légendes racontent que des reliques de ces empreintes furent offertes en présent au roi François de la maison capétienne. Lors de l'avènement de Hugues Capet, une petite boîte d'ébène fut déposée sur l'autel de Reims. À l'intérieur, un pli de parchemin recelait une demi-goutte de sang mérovingien. La cérémonie, tenue dans le plus grand secret, consacre une filiation symbolique, légitimant la nouvelle dynastie tout en assurant la continuité d'un code trop ancien pour sombrer dans l'oubli. Plus troublant encore est le témoignage d'un chevalier templier, anonyme, consigné dans des registres cryptés de la commanderie de Thomar. Il évoque une cérémonie célébrée dans une chapelle souterraine où un seau de bois fut rempli d'eau bouillante, puis où l'on plongea 3 épées portant plusieurs gouttes de sang de 3 lignées, druidique, royale et templière.
Lorsque l'eau se refroidit, l'acier laissait sur la surface des éclats de rouille disposés en un motif d'étoile à 9 branches, symbole d'un accord princier et chevaleresque. L'initié, après avoir versé l'eau sur le sol, s'agenouillait devant la croix templière, puis la relevait, portant à ses lèvres l'éclat salé des gouttes encore chaudes et imprégnées de fer. Les empreintes de sang jouèrent également un rôle dans les alliances matrimoniales. Lorsqu'un mariage princier liait deux maisons, chaque futur époux devait verser une goutte de sang sur un anneau unique. Cette bague, tressée dans un alliage de bronze et de laque de poils humains, devenait le symbole d'une union scellée au-delà du simple lien charnel. Les nobles dames, averties d'Oefrinti de ces pratiques, refusaient parfois d'y consentir, redoutant que la relique ainsi créée ne leur confère un pouvoir occulte sur leur nouvelle famille. Avec le temps, les empreintes de sang cessèrent d'être une marque de lignée pour devenir un élément d'initiation. Au XIIIe siècle, certaines confréries mystiques, nées dans les marges de l'église, utilisèrent de ces gouttes pour instruire les néophytes. Une goutte sur le doigt, puis sur la peau, suivie d'une incision minime sur le poignet, symbolisait la mort de l'ancien soi et la naissance d'un être nouveau. Ces rites, jugés hérétiques, furent combattus par l'Inquisition, qui détruisit plusieurs manuscrits décrivant la technique. Pourtant, les témoignages oraux survécurent, mêlant le souvenir du sang royal à des pratiques ésotériques plus récentes. Les vestiges archéologiques, ossefactures et restes de reliquaires mettent en évidence des résidus de sang anciens, identifiables par la protéine hémoglobine mal conservée. Des analyses menées en 1998 sur un fragment de parchemin issu d'une collection de Bavière révélèrent la présence d'un sang dont la structure isotopique ne correspondait ni aux lignées locales ni aux populations méditerranéennes. Preuve que le sang mérovingien circulait loin des frontières de la Gaule. Au seuil de la Renaissance, les empreintes de sang cédèrent peu à peu la place à l'idéologie humaniste et aux dissections anatomiques. Les premiers anatomistes, curieux de l'alchimie du vivant, étudièrent le sang au microscope grossissant, rationalisant ce qui avait été mystique. Mais ils rencontraient parfois, dans certains manuscrits, des allusions à des sangs purs capables d'éclairer, par leur brillance, certaines lignes invisibles sur le parchemin. Ces notes suscitèrent l'intérêt des collectionneurs, redonnant un bref éclat aux anciennes pratiques. Aujourd'hui encore, quelques trésors subsistent. Un petit fragment de parchemin conservé à la British Library porte, dans un pli, 2 taches de sang brun foncé. Les spécialistes, s'appuyant sur la datation au carbone 14, l'attribuent à une période comprise entre 650 et 700 APPR JC. Ce document, instrumenté pour révéler un message, reste scellé dans une boîte de verre tempérée, accessible seulement aux chercheurs accrédités. L'empreinte du sang demeure ainsi le témoin vivant d'un code millénaire, à la croisée de la foi, de l'alchimie et du pouvoir. Elle illustre combien la lignée mérovingienne sut marquer la chair pour graver son nom dans l'ombre des siècles. Bientôt, le pont vers les Templiers nous révélera comment cette empreinte traversa les siècles, inscrite dans la pierre des commanderies et le cœur des chevaliers. Bien avant que le nom des Templiers ne résonne dans les couloirs du temple de Jérusalem, un subtil courant historique commençait à relier la lignée mérovingienne à ses futurs chevaliers. Ce pont naquit d'une convergence d'intérêts, la préservation d'un code ancien, la protection des reliques et l'aspiration au pouvoir spirituel. À l'orée du XIIe siècle, des messagers francs arrivèrent en Palestine, porteurs de fragments de parchemins codés, de mèches sacrées et de petits sceaux de cire, autant de témoignages muets d'un pacte scellé dans l'ombre. Lorsque Hugues de Pans établit officiellement l'ordre du Temple en 1119, il reçut l'appui discret de 2 dignitaires francs se réclamant de la lignée mérovingienne. L'un d'eux, Geoffroy de Tours, était dit descendant de Clotaire de Bu. L'autre, un moine nommé Géraud, portait encore dans son habit une mèche d'or tressée dans la crypte secrète de Metz. Dans une salle basse, proche du puits sanctifié par les anciens druides, ils exposèrent aux premiers frères l'essence d'un code de sang, d'eau et de reliques, un héritage à préserver, au-delà des frontières de l'Europe chrétienne. Le rituel de transmission fut sobre et discret. À la tombée du jour, dans la chapelle primitive du Temple à Jérusalem, Geoffroy prit la parole en latin chancelant. Frère chevalier, porteur d'une croix et d'une mission divine, recevez cet écheveau de cheveux sacrés et ce sceau de cire noire, témoin de notre ancêtre Mérové. Protégez-les, comme vous défendez le lieu de notre rédemption. Puis il déposa devant l'autel un petit coffre en noyer, renfermant la mèche d'or et le sceau, avant de joindre les mains dans le silence solennel d'une assemblée médusée. Ce geste scella le pont,
Désormais, les Templiers se réclameraient non seulement de la passion du Christ, mais aussi du code mérovingien, filigrane discret de leur identité, un secret transmis de génération en génération, dissimulé parmi les bannières et les sceaux templiers. Les statuts primitifs de l'ordre, récents et lacunaires, ne mentionnent pas ce pacte. Il restait dans les marges des rédactions, sous forme de notes cryptées et d'allusions voilées. En Terre Sainte, la présence templière offrait un nouveau contexte au code. Le tombeau du Christ, le mont Moria, les caves du cloître, autant de lieux chargés d'une énergie sacrée qui résonnait avec les cryptes mérovingiennes. Des frères initiés racontaient qu'au pied du temple, dans une crypte réservée aux visiteurs d'exception, se trouvait un bassin semblable aux eaux noires de Gaule, que l'eau y avait la même couleur, la même densité mystérieuse. Le grand prieur de Jérusalem, selon ses récits, y faisait venir 2 chevaliers à la fois, leur faisant goûter un peu de l'eau, puis inscrivant leur nom, à l'encre diluée dans l'huile sacrée, sur un parchemin conservé dans un coffre. Ces cérémonies, vraisemblablement tenues hors de la chapelle officielle, reposaient sur un protocole précis. Les chevaliers y portèrent leur manteau blanc, sans la croix rouge, et seuls 3 frères, investis du titre de héros du code, pouvaient pénétrer dans la crypte. Une fois le test d'absorption de l'eau et la récitation d'un verset codé accompli, l'initié rejoignait le cercle des gardiens silencieux. Le sien était un rôle double, combattre devant la Terre Sainte et préserver, dans l'ombre, la mémoire d'un empire englouti. Le pont ne se limita pas au rituel, il adopta une forme matérielle visible dans plusieurs commanderies d'Europe. À Poitiers, dans une salle basse de la commanderie templière, on découvrit en 1892 une porte ornée de 3 sceaux, l'un carolingien officialisant la donation des terres, le deuxième mérovingien portant le cercle et l'étoile, le troisième templier arborant la croix pâtée. Leur juxtaposition révélait la volonté d'une continuité. L'ordre reconnaissait dans son allégeance la lignée préexistante et se posait comme son héritier spirituel. À Paris, la commanderie de Saint-Michel recevait, de temps à autre, une visite inattendue, celle d'un moine franciscain en exil, porteur d'un reliquaire en étain. À l'intérieur, un fragment de parchemin portait une inscription en ancien gaulois, sangue et croix, un seul serment. Les Templiers, intrigués, gardèrent morceau le message secret. Nul ne sut s'ils cherchèrent à traduire le texte ou s'ils le rangèrent, par prudence, dans une sacristie obscure. Plus loin encore que à la commanderie de Tomar, un codex partiellement conservé mentionne une confrérie templière interne, dédiée à la recherche des reliques mérovingiennes exilées en Espagne. La relique en exil, la fameuse fiole de verre bleu, était, selon ses feuillets, arrivée entre leurs mains après leur départ de Jérusalem. Chargés de la protéger, les frères devaient également interdire tout accès à quiconque ne connaissait pas le mot de passe, Imperium Immortal. Ainsi, la mémoire s'inscrit à la fois dans l'objet et dans la parole, souvenir fragile au plus profond des cryptes templières. Le pont se manifeste aussi dans l'architecture. Plusieurs commanderies présenteront des chapiteaux sculptés de spirales et de nœuds en forme d'étoiles, motifs proches de ceux relevés sous la voûte de la fondation cachée de Metz. Ces décors, longtemps considérés comme de simples ornements, sont désormais interprétés comme des marqueurs du code, un langage visuel destiné à signaler aux initiés que les murs mêmes portaient en connaît la trace mérovingienne. À plus d'un millénaire de distance, le même symbole s'affichait dans les cryptes médiévales et dans les cloîtres templiers, tissant le fil d'une continuité presque imperceptible. Certains historiens avancent que le rituel du chevalier templier débutant, consistant à épeler sa propre lignée avant d'embrasser le livre, évoque l'éveil des ancêtres mérovingiens. Ils proposent que le serment « sur mes ancêtres et sur le tombeau du Christ » trouve son origine dans une formule païenne transformée. Sur mes ancêtres, sur la source des eaux. De cette fusion naquit le modèle templier, guerrier et moine à la fois, liés par le sang et par la foi. Pourtant, le pont vers les Templiers n'était pas dénué de tension. Nombre de frères, plus stricts, rejetèrent ces pratiques jugées superstitieuses. L'ordre, soucieux de son image, effaça progressivement les traces littérales du code mérovingien dans ses hauts statuts. Les chapitres successifs interdisaient les symboles païens et les rites secrets, menant à l'exclusion pure et simple des initiés trop zélés. Seul subsista dans la tradition orale le souvenir d'une « message des 3 veilleurs », un enseignement transmis en secret à chacun des grâces, en échange de la promesse de jamais le divulguer. La dissolution de l'ordre en 1312 jalonna toutefois un élargissement inattendu. Des moines soldats dispersés rapportèrent dans diverses contrées un fragment de code
qu'ils offrirent à des cours princières, à des sociétés de savants et à des ordres chevaleresques naissants. L'influence du pont mérovingien templier s'étendit ainsi dans les réseaux universitaires de l'époque, où l'on enseignait l'histoire ancienne et les arts mystérieux. Certains manuscrits alchimiques du XVe siècle renvoient à l'héritage du Temple et des rois francs, révélant la persistance d'une mémoire partagée. Aujourd'hui, les chercheurs identifient dans divers traités templiers des allusions au code, un mot gaulois égaré, une tresse dessinée à la marge, une note disséminée. Ils concluent donc que le pont, tissé entre deux époques, fut suffisamment solide pour survivre à la disparition officielle de l'ordre et de la dynastie. Il continue de vibrer dans le silence des archives et dans le regard de l'historien attentif. Ainsi, l'alliance secrète entre mérovingiens et templiers constitue l'un des mystères les plus captivants du Haut Moyen-Âge. Un pont invisible, fait de reliques, de rituels et de symboles, unit deux traditions apparemment opposées, la royauté païenne et la chevalerie chrétienne. Sous le voile épais de l'histoire, ce lien demeure, prêt à nous révéler encore de nouvelles facettes du Grand Code. Dans la pénombre d'une crypte où les cierges vacillent, le dernier roi mérovingien repose, son nom murmuré uniquement par les pierres usées et les échos persistants. Cet homme, dernier gardien d'une lignée sacrée, vit à travers les songes de ceux qui approchent de son tombeau, une simple dalle de marbre gravée de l'inscription Dago, entourée de spirales effacées, témoigne de son passage. On dit qu'à certaines heures, le vent s'insinue dans la crypte, portant un souffle lointain, semblable à une berceuse ancestrale, comme si les anciens rois chantaient bon leur adieu. La tradition populaire rattache ce roi à un événement mystérieux, l'apparition d'un cerf argenté dans les forêts d'Austrasie quelques mois avant sa mort. Les chasseurs ébahis le virent franchir la rivière en une unique enjambée, disparaître dans le brouillard. Ce cerf messager des anciens dieux devint le symbole de la présence royale, un écho vivant que l'on sentait résonner dans la chair du royaume. Sur les vitraux brisés d'une chapelle voisine, on distingue encore la silhouette fantomatique de cet animal, gravé à la tache noire, souvenir d'un temps où le roi et la nature parlaient la même langue. Selon les rares chroniqueurs, le dernier roi, Clotaire IV, préféra l'isolement aux fastes et aux intrigues. Il choisit de se retirer sous la colline de Riams, là où se dressait la fondation cachée, et d'y méditer sur le code transmis par ses ancêtres. Des moines chargés de consigner ses paroles notèrent qu'il parlait souvent du silence, non comme d'une absence, mais comme d'une présence. « Le silence de nos tombeaux », écrivait-il, « chante l'éternité de notre sang ». Ces mots, glissés dans un codex disparat à la fin du Xe siècle, furent recopiés en secret et aujourd'hui se perdent dans un feuillet isolé, conservé dans une collection privée allemande. Peu avant sa fin, Clotaire IV transmit à un chapelain hétérodoxe une dernière relique, une petite écuelle d'argent gravée de l'étoile des écheveaux, contenant une goutte de son sang mêlée à de l'huile d'olive. Cette offrande placée sur l'autel de la crypte devait être bue par un héritier digne. Mais le prince annoncé ne survint jamais. Les Carolingiens verrouillèrent dans les accès, brûlèrent les archives, firent taire les derniers gardiens. L'écuelle, retrouvée par miracle au XVIIe siècle dans un mur creux de la basilique, fut vendue aux enchères, dispersant son contenu entre plusieurs collectionneurs. Au contact de l'air, le sang avait fondu en une croûte sombre, presque implacable, comme un ultime sceau refusant de libérer son secret. Dans les registres des Templiers, il n'existe pas de chapitre explicite sur le dernier roi. Toutefois, une note marginale, griffonnée dans un exemplaire du manuel du noviciat, mentionne le chant de l'ultime seigneur et invite le lecteur à prêter l'oreille aux pierres anciennes. Certains frères en pèlerinage à Riems confirment que, la nuit, un faible murmure parcourt les voûtes. Ils chuchotent qu'il s'agit de la berceuse païenne du cerf, transformée en cantique sacré par la voix du roi disparu. L'écho du dernier roi se propage aussi dans la musique populaire. Dans les tavernes de la Champagne, on retrouve un vieux refrain transmis à l'oreille. Sous la colline endormie, le sang coule sans bruit, le cerf chante sur la rivière, le roi veille dans l'ombre fière. Les paroles simples et répétitives semblent naïves. Pourtant, chaque couplet contient un code de lieu. Colline, pour Riems, rivière, pour l'Aisne, ombre fière, pour les spirales de son tombeau. Les ethnomusicologues ont enregistré ces chants, y décelant une modalité étrange, à demi mineure, à demi dorienne, créant une atmosphère de tristesse tendre. Les refrains subsistent dans la mémoire populaire malgré les siècles, preuve qu'un roi, même mort, peut offrir un héritage plus vivant que la pierre. Les fouilles récentes, sous la basilique de Saint-Denis, ont mis au jour un souterrain dont on ignorait l'existence.
À l'extrémité, un sarcophage de pierre blanche, scellé et non gravé, repose sous une dalle isolée. Les archéologues hésitent à l'ouvrir. Sa position, son style et l'absence de symboles chrétiens laissent penser qu'il pourrait contenir le corps du dernier roi. Des prélèvements d'air ont détecté une légère odeur de résine et de myrrhe, mélange utilisé pour embaumer les Mérovingiens. Si l'on consentait à découvrir ce qui se cache sous la pierre, nul ne sait si l'écho antique se révélerait encore ou si le silence, ultime gardien, recouvrirait à jamais son secret. Dans les manuscrits ésotériques du XIXe siècle, un certain abbé Lefebvre décrit un rituel nocturne. 3 fois par an, à la pleine lune proche du solstice d'hiver, il prétendit entendre un chœur de voix anciennes dans les galeries. Elle chantait un psaume du sang, constitué de 7 versets, dont chaque initiale formait le mot « Mérové ». L'abbé aurait noté les paroles dans un carnet, aujourd'hui disparu, et affirmé qu'un jour, ces versets dévoileraient la localisation d'une chambre inconnue contenant l'ultime relique royale. Les passionnés d'archéologie alternative continuent de chercher ce carnet, convaincus qu'il contient la clé pour réveiller l'écho du dernier roi. Des expéditions se forment, explorant les cryptes médiévales, sondant les dalles usées, testant chaque graffiti. Certains affirment avoir ressenti une vibration sous les pieds, un léger picotement quand ils chuchotent à voix basse le nom Clotaire. Ce nom se transforme alors en un écho étrange, résonnant dans les couloirs, preuve pour eux que le roi dort encore parmi les pierres. L'écho du dernier roi traverse le temps, se mêlant à la mémoire du code mérovingien. Il rappelle qu'une dynastie ne se clôt pas avec la disparition de cornes ou la chute d'une couronne. Elle vit dans les rumeurs, les chants populaires, les vestiges et les reliques dispersées. Le dernier roi, si l'on croit ses récits, ne dort pas vraiment. Il veille au creux des cryptes au secret d'un code trop ancien pour se dissoudre dans l'oubli.